l'heure où je vous parle, on est encore tous confinés à se rappeler le bon vieux temps de la farine en accès libre. On est encore tous confinés et ça tombe bien parce que c'est l'heure de Get Busy. Get Busy, les confinements sessions, le spin-off de la série télé. Get Busy, les confinements sessions numéro 3 ou numéro 4, on ne sait plus trop et vous comprendrez plus tard. En tout cas, un Get Busy bien dégagé sur les oreilles avec un dégradé sur la nuque, une émission huilée au pento par celui qui a réussi la synthèse parfaite entre Jacques Desange et Yul Brunner. Cher, comment ça va, Cher? Ça va très bien. Ça va très bien, ça me fait plaisir. Et puis évidemment, un invité qui va nous permettre de jouer un classico alors même que le championnat est arrêté. Un invité présent depuis l'époque des clips Rapline, des cassettes et des Parka XL. Un invité qui a contribué à mettre le satellite du rap marseillais sur orbite au point qu'on a même réussi à le voir depuis Paris. Un invité qui a commencé en groupe pour faire une carrière solo avant de revenir à la configuration en duo. Un invité qui a écrit tellement de storytelling et a joué tellement de personnages qu'on ne sait pas vraiment lequel sera avec nous ce soir. Le rappeur, le beatmaker, le braqueur, un Mac, un feignant, un MC qui sort Stormbringer pour tout et n'importe quoi, un flic ripou, un mec en armure ou quelqu'un qui a le plan pour s'évader. Aux origines, il était le Dope Prime Sayer, mais depuis bien longtemps, il est Faf Larage et il est l'invité de ce Get Busy session confinement numéro 4. Salut Faf. Salut l'équipe. Comment ça va? Ça va, nickel, nickel. Écoute, bel argumentaire. J'ai eu du mal à reconnaître tout ce que tu as dit, mais ça va vite, ça va vite, c'est fait exprès. Bah, justement, comme tu dis, tu as du mal toi-même à t'y retrouver parce qu'en fait, tu as été tellement multicasquette. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne parce que, bon, tu imagines bien que pour beaucoup de gens, alors peut-être pas pour le public de Get Busy, quand même pas, mais pour beaucoup de gens, tu es le mec de Prison Break. Ouais. Et donc, il faudrait revenir bien avant tout ça, au tout début. Parce que, bon, pour ceux qui savent un peu plus, tu es le frère de Shuriken. Mm-hmm. Et donc, moi, je voudrais vraiment revenir vraiment au début, au background familial. Qu'est-ce qui vous amène tous les deux au rap, au hip-hop, votre découverte du hip-hop, voilà, comment ça se passait un peu chez vous? Est-ce que vous étiez déjà dans une famille très branchée musique ou pas du tout et c'est le hip-hop qui vous a emporté l'un et l'autre? Est-ce que c'est l'un qui a mis l'autre dans le rap ou vice-versa ou c'était les deux en même temps? Vas-y, je t'écoute. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que non, le background musical, il y avait quand même ma mère qui écoutait quand même de la soul, qui écoutait du funk, mais bon, ça tournait aussi pas mal de folklore, pas mal de variétés aussi hein, à la maison. La musique était quand même omniprésente, mais c'est vraiment le hip-hop. En fait, moi, c'est mon frère qui m'a emmené, on va dire, plus ou moins dans la musique, à travers surtout le funk. Moi, quand j'étais gamin, j'ai écouté aussi pas mal de hard rock. On parle de l'époque ACDC avant Back in Black et tout ça. Et puis après, en fait, mon frère de son côté, lui, il a été plus dans la danse. En fait. Donc, quand il y a eu le break, lui, il a de suite, il avait des capacités, donc voilà, il a de suite fait partie de groupes de breakdance, à faire des concours, tout ça, écumer les scènes et tout. Et moi, en fait, j'étais plus le gamin un petit peu introverti, à écouter la radio, constamment bloqué en fait sur la radio. Et en fait, je pense qu'on a découvert le rap séparément. C'est-à-dire que lui, il a découvert le rap. Évidemment, on s'était tous pris dans la gueule quand à un moment donné, il y a eu des titres comme The Message, quand il y a eu le HIP HOP de Sydney. Mais c'est vrai que lui, son parcours, elle était plus la danse, et la danse l'a emmené au rap, alors que moi, ça a été plus la radio. Et du coup, j'écrivais un petit peu des trucs. J'ai commencé à écrire très tôt, mais vraiment des trucs en anglais, même limite, en écoutant genre des trucs Jazzy Jeff and the Fresh Friends, tout ça. Donc, ça se limitait à Party People in the Place to Be. Et puis Merci après, c'était pour n'importe quoi. Bah, t'es les vrais débuts du rap tout court. Hein. Arrêtez, C'est ça, genre. Et lui, en fait, il a, à travers la danse, évidemment, il fréquentait aussi des rappeurs. Et donc, il s'y est mis par rapport à ça, en fait. Et à un moment donné, nos chemins se sont rejoints parce que ben, d'un coup, c'était ah ouais, t'écoutes du rap toi aussi? Ah ouais, t'habites avec moi, toi? C'est un peu ça. Vous parliez un peu quand même. C'était un peu ça. Mais à l'époque, faut voir, on avait. Donc, tu connais ma mère, toi? Mon frère était plus âgé, donc on traînait pas vraiment ensemble, en fait. Hein. Mon frère était quand même plus âgé, donc lui, il avait ses équipes, moi, j'avais les miennes, et puis c'est vraiment le rap en fait qui a fait qu'on
qu'on s'est rejoint. Et c'est plus moi, en fait, qui est, on va dire, rejoint un petit peu toute l'équipe de Marseille, quoi. D'accord. Nous, on t'a connu à l'époque avec Dave Bond et c'était Soul Swing and Rap. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la formation du groupe, cette époque-là? Ouais, le Soul Swing, ça a été formé, au début, c'était le Soul and Radical. Après, c'était devenu le Soul Swing and Radical. Après, c'est devenu le Soul Swing. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'est formé entre Def et moi au départ, Def Bond et moi. Et comme il y avait quand même une identité dans le groupe via Def, mais moi aussi, hein, avant le rap, on écoutait quand même du funk et tout. Donc, il y avait un côté R&B qui était quand même New Jack et tout, que Def déjà kiffait. Et il y avait un côté quand même très soul funk. Et donc ça, c'est devenu, ça, on a appelé ça, comment dire, le mot qu'on a mis, c'était swing en fait, pour identifier tout ça. On est à l'époque du New Jack Swing aussi, il faut le savoir. Donc du coup, on crée le truc. Et des coupes de cheveux bizarres. Et des coupes de cheveux très bizarres, ouais. Des coupes de cheveux bizarres, carrément. Et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure du temps, en fait, des membres sont arrivés. Donc, très rapidement, sont arrivés DJ Rebel, DJ Majestix. On avait 2 DJ dans le groupe. Et vous avez connu ça aussi, l'époque des danseurs, où tous les groupes avaient des danseurs. Et donc, on a eu donc 2 danseurs. Au début, c'était Karim Leroy avec un autre danseur, Saïd. Et puis, au final, D'ailleurs, dans Get Busy, hein. dans Get Busy, j'ai engagé Musul comme danseur à la base. C'est ça. Danseur quatrième de couve. C'est ça. Et souvent, les danseurs, en fait, se transforment en rappeurs. Bah, c'est parce qu'au bout d'un moment, ils commencent à prendre du poids, ils ne peuvent plus bouger. C'est ça. Mais c'est qu'en fait, tout simplement. Non, à un moment, ils veulent être payés plus. Il y a tout, en fait. Ils veulent être plus vus, ils veulent être plus payés. Et puis surtout, on arrive à une époque où les danseurs, en fait, clairement, hein, n'ont plus leur place dans le rap, malheureusement. Enfin, en tout cas, les danseurs, non pas les breakers, parce que les breakers, on va dire, vous connaissez aussi bien que moi, ils ont pris un petit peu un chemin parallèle. Mais les danseurs qui étaient plus genre en mode choré sur scène et tout, ça s'est essoufflé. Donc, Karim s'est transformé en rappeur. Et après, avec le Soul Swing, on a de suite commencé à enregistrer des titres, tout ça. On a beaucoup tourné, évidemment, avec IAM. C'est à cette époque-là qu'on s'est connus, cher, quand tu faisais Get Busy. Et voilà, quoi. Parce que tu disais que vous étiez avec IAM, mais c'est qu'au tout départ, quand on a commencé à avoir des groupes de rap français, par l'intermédiaire de Rapline essentiellement, vous étiez déjà là. Et vous aviez déjà, même vous, des clips qui étaient tournés. Je me rappelle, vous aviez You Was a Brother. Identité, c'était un clip Rapline, c'était un truc à vous? Alors en fait, pour la petite histoire, Identité, c'était un clip qu'on a fait nous à la base et qu'on a fait avec Olivier Dahan, qui est le réalisateur, hein, Olivier Dahan, qui a fait après La Môme. Et Olivier, si vous voulez, il était à l'époque, il faisait ses études et il était venu nous voir parce qu'il avait vu justement le clip Rapline et il était venu nous voir pour faire un clip pour la fin, pour son diplôme en fait. D'accord. Il y a une précision sur ce clip, j'invite tous les gens à aller le voir sur YouTube. C'est-à-dire que c'était avant qu'on filme avec les téléphones portables, mais c'est quand même un clip qui se passe au téléphone. Mais tu sais, le clip Identité, il est un peu lunaire, quoi. Quand on regarde, nous, à l'époque, on avait été un petit peu conciliant avec Olivier parce que c'était pour son diplôme, mais il y avait des trucs qu'il voulait mettre dans le clip où à un moment donné, ça passait pas, quoi. Il y a un plan où Dave Bond sort avec sa grosse casquette là. Il sort à l'image, il y a un grain de ouf et il sort comme ça, et il regarde juste des 2 côtés, puis après tu le vois qu'il marche. Tu vois, le plan, tu comprends pas ce qu'il fait là, quoi. Ouais, mais on lui a fait confiance. On s'est dit, bon, ben, écoute, en fait, nous, on pensait même pas que ça allait être diffusé. C'était pour son diplôme à la base. Et quand après, Olivier est revenu et qu'il fallait de la matière, on s'est dit, ben, pourquoi pas. Mais au final, il a eu son CAP. Il a eu son, il a eu son diplôme et une belle carrière derrière. Mais après, il n'a pas fait que nous. Il a fait aussi les premiers clips d'IAM, comme Tam Tam de l'Afrique, Planète Mars, tout ça. Et le premier, c'était le nôtre. Justement, quand on parle du sillage d'IAM et tout ça, puisque vous êtes arrivés grosso modo en même temps, en vérité, pratiquement. Nous, juste derrière. Mais vraiment dans un espace-temps très, très court, en fait. Et c'est vrai qu'on aimait à se remémorer quand même que quand IAM a sorti la cassette concept, c'était vraiment
dans le petit microcosme, ce qu'était le rap de l'époque, ça a été vraiment un choc pour ceux qui ont eu la cassette entre les mains, qui l'ont fait tourner, etc., etc. Et vraiment, alors déjà, bon, on avait tous passé à Paris, il faut être honnête, et d'avoir un groupe qui arrive de Marseille et qui en plus qui était en avance sur tout le monde et qui était à un niveau au-dessus de tout le monde. Et vous aussi, très tôt, vous êtes arrivé derrière, et il y avait quand même un vrai niveau, même déjà au niveau des prods et tout ça, dans Soul Swing, qui était un peu plus élaboré que ce qu'était le rap français aussi à cette époque. Merci. Et je trouve que Soul Swing, vous n'avez pas eu vous n'avez pas eu le succès ou même la reconnaissance que vous méritiez réellement, quoi. Alors, c'était très difficile à l'époque. Comme tu le dis, ça se passait beaucoup à Paris. Et donc, quand tu venais de Marseille, il y a eu un truc qui a été très simple, hein, c'est-à-dire que on a connu assez rapidement les signatures, les premières signatures en fait en label. Et je pense que, enfin, c'est pas je pense, hein, c'est que quand il y a eu un groupe de Marseille qui a été signé, eh ben ça y est, il y avait un groupe de Marseille qui était signé et puis next quoi. Donc nous derrière, on n'avait pas notre place et quand on allait voir, on a essayé quand même d'aller voir un petit peu des maisons de disques et tout et on nous a clairement dit non, on n'a pas besoin de vous quoi, c'est bon. Est-ce que être autour d'IAM, donc ça devait sûrement créer une émulation, une compétition saine, quelque chose comme ça, des échanges et tout ça, mais est-ce que quelque part l'ombre d'IAM vous a pas un peu gêné d'une certaine manière? Pas spécialement en interne entre vous, mais dans l'image que vous aviez à l'extérieur, où les gens, vous étiez. Il y avait déjà un IAM, mais peut-être les gens avaient du mal vous voyez juste comme un deuxième IAM. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, nous, justement, on a tout fait pour se démarquer, on va dire, d'une part, musicalement, enfin, on n'avait pas le même style que Aya, même si on était très proches dans les goûts et tout. Mais eux, ils avaient une identité, nous, on avait la nôtre. Mais c'est vrai que, on va dire, je pense au sein des gens du hip-hop, je pense que tout le monde savait très bien qui était qui, pour ceux qui nous connaissaient. Mais dès qu'on passait, voilà, dès que tu passais le cap média, maison de disques, c'était clairement, on nous l'a dit, hein, il y a déjà IAM, on n'a pas besoin de vous. Il y a déjà IAM. Donc, moi, tu vois, ce que je trouve étonnant, c'est que dans la suite de Rap Attitude, il y a eu énormément de groupes qui ont été signés. Et tout et n'importe quoi, en fait. Et sur Paris, il y a eu vraiment des trucs catastrophiques. Je ne comprends pas pourquoi vous, qui aviez quand même, voilà, les morceaux étaient structurés, vous saviez faire tourner un truc, etc. Pourquoi vous n'avez pas proposé de deal pas plus loin qu'on a déjà un groupe marseillais, en fait? Bah écoute, quand on a cherché, c'est vraiment en tout cas en major, c'est des retours qu'on a eu quoi. Je pense que vraiment on nous a mis sur le côté en se disant faut pas et pas que nous, c'est-à-dire que les autres groupes marseillais pour le coup qui arrivaient aussi derrière, parce qu'il y avait d'autres groupes, il n'y avait pas que nous. Ben, à un moment, il y avait eu clairement bon à Marseille c'est IAM et les autres on les veut pas. Et quand même bien IAM essayait de nous pousser, parce que nous, on faisait quand même leur première partie, on faisait des trucs avec eux souvent, et on était souvent là, en fait. À un moment donné, avec Def, on était presque des membres du groupe, quoi. On était tout le temps là, au milieu, dans les réunions, dans les trucs et tout ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben voilà, la carrière fait que les gars, après, ils étaient plus trop présents, et donc, forcément, chacun fait ses trucs de son côté. Mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Et après, tu sais, le truc est tout simple. Hein. Tu es à Marseille, il n'y a pas les moyens d'aujourd'hui. Tu peux pas contacter les gens aussi facilement. Tu peux pas te déplacer sur Paris aussi facilement. Tu bouges pas. En fait, tu vois, après, c'est une histoire aussi de moyens, de thunes. Tu peux pas bouger comme tu veux. Tu peux pas être présent dans les bons coups, avoir les bons contacts et tout ça. Et comme clairement, au niveau maison de disques de IAM, c'était ben non, eux, on les veut pas. Ben, c'était vraiment, finalement, en maison de 10, c'était les rares personnes qu'on connaissait, quoi. Mmh. Donc, du coup, ben, pour nous, c'était fermé. Et ça s'est fait comme ça. Après, c'est pas tellement le fait. Je pense que dans chaque ville en France, à un moment, il y a eu quand même ce raisonnement de dire on ne veut pas 10 000 groupes par ville. Bon, après, il y a eu une bonne revanche de Marseille, c'est-à-dire que ça a été reculé pour mieux sauter, parce qu'après, ça a été la Funky Family, Troisième Œil, Prodige Namor, etc. Il y a eu une revanche quand même. Mais on a l'impression que Soul Swing, c'était le groupe entre les deux générations, Ouais. et qui a loupé le coche.
c'est le groupe d'entre deux générations, je pense, qui a été sacrifié, qui a été un peu sacrifié, quoi. C'est-à-dire que entre le moment où les choses se sont démocratisées ou que d'un coup il y a eu une ouverture, ben nous, trop tôt, Mais tu sais, trop tard. je pense que c'est pas spécifique à vous, parce que je me disais qu'à Paris, enfin, j'avais cette réflexion-là. Je me dis, il y a deux groupes qui ont été charnières aussi, quand à un moment on fait le pont entre les deux générations, ça a été les Sages-Pau et la Clica. Et le Mhm. Beat, c'est un peu. Alors bon, ils ont toujours leur code, comme leur code d'estime comme vous, mais ils ont ni le prestige des IAM, NTM et tout ça, ni le pactole des suivants, quoi. Ouais, ou alors tu as les Little MC aussi. Tu avais des groupes Sauf comme que les Little MC. les Little n'ont pas été la charnière entre deux générations. Les Little, ils sont arrivés en même temps que C'est IAM, vrai, NTM, et ça, c'est la première génération, c'est c'est vrai. les piliers, entre guillemets, voilà. Mais bon, il y a pas eu de suite. Mais pour revenir ça, à ce moment-là, ça a été vécu comment dans le groupe, ça? Comme une injustice? C'était pénible malgré tout? Un petit peu pour certains membres du groupe, oui. Honnêtement, pour certains membres du groupe, c'était vécu un peu comme une injustice. Et puis, du coup, ouais, il y a eu un peu de frustration. Il y a eu quand même un peu de frustration. Mais au début, cette frustration, ça s'est transformé en travail, quoi. C'est-à-dire qu'on est aussi à une époque, il y a aussi ça, hein. C'est-à-dire qu'on est aussi à une époque où on se dit, on ne sait pas vraiment, on ne parle pas de carrière, on ne parle pas voilà, on va faire ça toute notre vie, on est passionné, on est à fond, on ne calcule pas. Et à un moment donné, vient aussi ces trucs-là où c'est le fric ou le rap, quoi. Donc, c'est manger ou le rap, et c'est toutes ces questions-là qui font que aussi, tu t'investis peut-être un peu moins, tu laisses passer certains trains parce que tu n'étais pas à fond à ce moment-là. Et du coup, ça emmène aussi, à un moment donné, il y a des choix qui se font. Nous, on a fait des choix avec le Soul Swing, donc on a rebondi, mais je pense qu'on a rebondi peut-être trop tard. C'est-à-dire que quand à un moment donné, on s'est dit on y va, après, il y a eu un truc tout con, hein, mais c'est que au moment où les groupes comme la FF, tout ça, sont signés, ils sont signés chez Côté Obscur, chez le label d'IAM quand même. Et pour X raisons, nous, on l'a pas été. Donc, il y a eu ça aussi clairement. Il y a eu des questions. Après, il faudra poser des questions au groupe. Mais il n'y avait pas que le groupe d'ailleurs, parce que Côté Obscur, il y avait d'autres personnes que le groupe. Mais au moment où clairement on a fait des nouvelles maquettes, on avait au moins une vingtaine de titres qu'on avait bossé et tout ça, et qu'on a eu cette réunion avec le label, hein, et qu'on a proposé nos titres, la réponse qu'on a eue, c'était désolé, quoi, ce sera pas, on le fera pas. Ils avaient des raisons, il y avait des trucs perso, il y avait des trucs. C'était pas tellement la musique, c'était peut-être plus des trucs par rapport on va dire, autant Def et moi, on était très proches, et autant d'autres membres du groupe l'étaient un peu moins, et peut-être que c'est ça aussi qui a joué. Et puis il y avait des nouvelles personnes aussi qui étaient au sein de Côté Obscur à cette époque-là, qui n'avaient pas forcément les mêmes affinités avec nous aussi, parce qu'ils étaient là depuis moins longtemps. Et puis, il y avait la nouvelle génération qui arrivait, style FF, tout ça, qui commençait vraiment à faire beaucoup de bruit sur Marseille. Et quand on regarde après ce qui s'est passé, on se dit, bon, le choix, il n'a pas été mauvais, quoi. À quel moment, toi et Dave Bond, vous vous êtes dit on arrête? On Alors, arrête en fait, ensemble, en tout cas. on arrête le groupe. En fait, c'est moi qui ai quitté le groupe. Je Bah, pense qu'à un moment. entre-temps, excuse-moi, je te coupe, entre-temps, vous réussissez quand même à sortir un EP qui s'appelle Le Retour de l'âme soul Oui, sur bien Night and sûr. Day. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que dans l'EP, voilà, il y a eu cette époque qui était super importante, qui était l'époque de Night and Day. C'est-à-dire que Night and Day, c'est vraiment la distrib, parce que c'était une distrib qui a ouvert, en fait, qui a ouvert les portes à tout le rap français, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on n'avait pas de distrib, on n'avait rien, et d'un coup, il y a eu Night and Day, et là, tout le monde, il signait tout le monde, quoi. Et nous, après, on s'en signait. C'est le label, pour ceux qui ne savent pas, que comme effectivement les places en major, il y avait un groupe par major, pratiquement, Ouais. ça s'arrêtait là. Il n'y Mm. avait pas 36 majors non plus. Et c'est vrai que Night and Day a ouvert la porte, a, a pratiquement accompagné la naissance du rap indépendant, réellement, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, pour moi, en tout cas, nous, ça nous a permis de sortir notre EP.
notre EP qui a été en partie financé par Kefren et Malek à l'époque, faut le savoir, et une partie de Karim Leroy. Voilà. On ne peut pas savoir d'où venait l'argent, mais en tout cas, Ils sont crédités dans le disque. Ouais, ils nous ont permis de faire le truc. Et après, Night and Day a suivi derrière. Et c'est vrai que à l'époque, il y avait Ideal J qui avait signé à Night and Day, par exemple. Et il y avait, comment ça s'appelle merde, Direct. Expression directe. Expression directe, pardon. Et nous, on se côtoyait déjà sur les scènes et tout ça entre tous. Donc, à un moment donné, c'était facile de passer un coup de fil, de dire, ouais, est-ce que c'est bien? Est-ce que Night and Day, ça vaut le coup? Et on a eu que des bons retours. Tout le monde disait, franchement, de toute façon, il n'y a personne d'autre. Et nous, voilà, quoi, ils nous ont permis de faire notre truc. Et donc, on n'a pas hésité. Ça nous a permis de sortir le EP, effectivement. Ça a été notre dernier, c'est-à-dire que, ouais, on a tout mis là-dedans. Et derrière, même si on avait d'autres titres, hein, on avait d'autres titres. Après, Chill nous a produit un 4 titres un peu plus tard qui n'est jamais sorti. On n'a jamais sorti les morceaux. Il y avait un featuring avec Ayam dedans. Voilà, il y avait un EP 4 titres qu'on n'a jamais sorti. Et après, on était, je pense, un peu essoufflé. Et du coup, c'est moi qui ai arrêté le groupe, en fait. Parce que je me souviens avoir lu un interview à l'époque où tu disais qu'en fait, quand le truc est sorti, quand le EP est sorti, ça correspondait à un moment où vous aviez chacun des aspirations différentes et il était presque sorti au mauvais moment pour vous, quoi, ou trop tard. C'est-à-dire qu'il est sorti trop tard, clairement, parce que le Soul Swing existait déjà depuis le Soul Swing, il existait depuis 87, 88, quoi. Donc, alors effectivement, on est rentré en studio que plus tard, mais c'est vrai que on sort le EP en 96. Donc, du coup, arrivé à ce moment-là, on commençait à avoir vraiment des goûts affirmés au sein du groupe et chacun avait des aspirations un peu musicales différentes. Il faut savoir que moi, je faisais les instrus du groupe. Hein. Moi, en fait, tous les beats de Soul Swing, tout ça, on les signait à tous, mais c'est moi qui les faisais. En concertation avec le groupe, chacun des fois pouvait arriver avec un sample ou quoi. Mais à un moment donné, je me disais, putain, ça me faisait beaucoup, en fait, moi, sur les épaules. Et donc, du coup, voilà. Après, comment ça se décide les carrières solo? C'est-à-dire quelle direction? Est-ce que quand tu as été pendant pratiquement 10 piges dans un groupe, même si tu arrives au bout du truc, aborder une carrière solo, c'est pas évident. Non, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire que, alors après, on se quitte pas en mauvais termes, de toute façon, avec le Soul Swing. Hein. Et moi, je me pose la question, j'ai un moment un peu de flottement. Et avec mon manager, Gilles, qui était aussi le manager du groupe, du Soul Swing, on a eu un petit moment de flottement. Mais dans ce moment, on se rend compte aussi que c'est l'époque, évidemment, des labels. Vous savez, il y a eu cette époque du Wu-Tang, quand le Wu-Tang ont commencé à sortir leurs albums solo. D'un coup, tout le monde s'est dit, putain, mais merde, en fait, on peut être un groupe, on peut sortir des albums solo, on peut avoir des labels, on peut avoir tout ça. Et tout ça, ça s'est développé au sein du rap. Et donc, forcément, au niveau de IAM, c'est ce qui s'est passé aussi. Donc, ils ont eu Côté Obscur au début, et puis après, Côté Obscur, c'est même pas à donner naissance, c'est qu'après, chacun a créé aussi son label. Et dans tout ça, il y a Imhotep qui crée Kif Kif, le label Kif Kif, qui avait déjà commencé un petit peu le travail de fond, à faire des vinyles, à sortir des vinyles et tout ça. Et dans ce laps de temps-là, à un moment, on a une discussion avec Imhotep, avec Pascal, et puis Pascal me dit vas-y Faf, si t'es chaud, moi je te signe et puis on part ensemble, quoi. Et c'est là que tu te retrouves à faire Chronique de Mars, avant ma cause. C'est là avant ma cause, ouais. Avant ma cause, c'est-à-dire qu'en fait, je me retrouve à faire Chronique de Mars, à être un petit peu le. Du coup, moi, je suis affilié au label, hein. Donc, du coup, en tant que mec affilié, on va dire entre guillemets du label, beatmaker, rappeur et tout ça, et qui connaissait tous les artistes qu'il y avait sur Chronique de Mars, j'ai été un petit peu, on va dire, mandaté pour être à la réalisation, on va dire, de l'album. C'est-à-dire que j'ai suivi l'album du début à la fin en studio, pas accompagner les gars parce que tout le monde savait ce qu'il avait à faire, mais on va dire j'ai chapeauté un peu le truc et j'ai une place un petit peu privilégiée parce que j'ai quelques beats qui sont dans l'album et des morceaux aussi solo.
Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas Chronique de Mars, c'est une compile des groupes marseillais. On retrouve Troisième Œil, Funky Family. Toi, t'es dessus. Il y a Akhenaton. Enfin, Ouais, il y a Karim Lemla, il y a les membres du Soul Swing qui sont là aussi, Def, Karim. Il y a tous les DJ aussi, DJ Rebel, DJ Gel. Enfin, il y a 25 artistes en fait dessus. Et c'était très important aussi, pas mal d'artistes de la scène émergente. C'était super important pour le label d'avoir justement de mettre en avant aussi tous les jeunes qui arrivaient sur Marseille, quoi. Là, à cette époque, on rentre un peu dans un âge d'or du rap français, et plus Mm. particulièrement, c'est un peu l'âge d'or du rap de Marseille, en fait. Oui, on est dans l'époque, on va dire qu'aujourd'hui on appelle l'âge d'or du rap marseillais parce qu'il y a, ben voilà, on est au contrôle un petit peu de notre musique, quoi. On est au contrôle de notre musique et on balance nos trucs et on a beaucoup de créativité, beaucoup d'artistes et donc tout le monde sort ses trucs à tour de bras. Et du coup, ça crée quand même une grosse émulation. Ça crée au sein de, on va dire, de Marseille, mais de tout le rap, on va dire, du Sud, ça crée des connexions. On est suivi, on est porté. Et du coup, il y a aussi à côté le succès d'Ayam qui a fait quand même que ça a mis aussi un phare sur la ville. Il y a eu plein de choses qui ont fait que l'OM qui cartonnait aussi. Enfin, c'est tout con, mais tout ça pris en même Il y a temps. longtemps, Restons sur la ça. musique, s'il te plaît. Restons sur la musique. C'était il y a longtemps, ça. C'est l'histoire, c'est l'histoire. J'y peux rien. Mais Et, non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a tout un truc qui fait que effectivement Marseille a les feux braqués sur la ville. Et puis il y a eu aussi le Skyrock, hein. Enfin voilà, c'est-à-dire que on est dans cette époque aussi où Skyrock fait, alors je sais plus à une année près, mais je pense qu'on est dans les années, peut-être dans les 97 ou un truc comme ça, font leur fameux sondage pour savoir ce que les jeunes écoutent aujourd'hui, parce qu'il y a la loi qui impose les 40% de chansons françaises en radio. Et quand ils font leur sondage, eh ben, ils se rendent compte que ben, c'est le rap qui sort. Et là, ils décident de prendre un virage. Et quand ils décident de prendre ce virage, forcément, ils s'appellent Skyrock. Ils n'ont jamais diffusé de rap de leur vie. Donc, à un moment, ils en ont besoin. Donc, ils ont besoin de têtes de proue. Ils ont besoin d'artistes à balancer pour faire venir pour créer une audience. Donc, forcément, nous, à Marseille, il se passe plein de choses. Donc, évidemment, ils sont aussi un peu friands de ça. Et donc, on a nos titres aussi qui tournent en radio, quoi. comment t'expliques que, enfin, on s'éloigne un peu de ton parcours à toi, mais d'un point de vue plus général, Mhm. que bon, le rap a continué à cartonner de façon générale, mais par contre, on a l'impression que Marseille, c'est un peu redescendu quand même, quoi, le rap à Marseille, même s'il y a toujours des rappeurs qui émergent de Marseille. Alors, même à Paris, les têtes d'affiche ont changé. Hein, bon, Mhm. au moins 2-3 générations depuis, quoi, tu vois, mais j'ai Ouais. l'impression que Marseille ne brille plus autant que ça a été le cas à cette époque. En fait, les artistes marseillais sont toujours là, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, on peut citer quand même À part Soprano qui est un carton. Soprano, Alonso, Ah, c'est vrai, Jules, l'Algérino, c'est vrai, SCH. j'ai oublié Jules, j'ai rien dit, vas-y. Non, mais en fait, non, mais tu viens de citer, c'est vrai que je suis un peu tombé. Je sais pas, Trois gros vendeurs en vérité, quoi, tu vois, donc. YL, c'est que des gars qui cartonnent quand même. Il y en a, et j'en oublie plein, hein. Donc, Manès, il est de chez vous aussi? oui. Ouais, ouais. Donc, il y a pas mal, il y a beaucoup d'artistes marseillais qui cartonnent. Mais c'est vrai que tu as raison sur un truc. C'est-à-dire qu'il Il y a eu une période. il y a eu un passage à blanc. Voilà, il y a un passage à blanc, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Je pense que, tu sais, en fait, je l'explique de deux manières. Je pense que à un moment, il y a eu une espèce comment dire, de revanche du rap parisien. Et c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est que nous, on l'a beaucoup entendu. C'est-à-dire que même si c'était des fois pas méchant, mais souvent même on se chambrait avec les artistes avec ça, parce que les mecs disaient, il y en a marre de Marseille, ah, c'est bon, tout le temps, vous êtes toujours là, et tout. Et il y avait quand même un truc derrière ça. Et à un moment, je pense qu'il y a comment dire, un petit temps de relâchement avec la relève. Il y a, on va dire, le passage de flambeau, c'est pas fait directement comme ça. Et Paris a repris la main. Et je pense que
deuxième chose qui est pas des moindres, c'est que Skyrock a joué aussi ce jeu-là dans le sens où à un moment, à Marseille, on est très vite aussi tombé dans le côté indépendant. C'est-à-dire que IAM vendait ses disques, mais les artistes qui étaient produits, genre les psychiatres, tout ça, et même l'après FF et tout, enfin, c'était de l'indépendant. Et donc, comme vous le savez, à l'époque, quand tu étais indépendant, mais tu n'achetais pas de pub radio, tu n'étais pas présent. Donc, les mecs, le mec, ça le faisait chier, clairement. Et il l'a dit à plusieurs reprises. Je veux dire, Laurent Boulon, à un moment donné, c'était, les gars, vous sortez des disques et tout, mais vous achetez pas de pub, quoi. Donc, moi, je vis pas avec vous, en fait. C'est-à-dire que vous faites plein de choses, mais moi, je crois pas parce que. Moi qui croyais que Skyrock passait du rap par amour de la musique. Merde. Écoute, moi, je pense pas qu'il y ait une revanche voulue du rap parisien et tout ça. Non. Mais c'est clair que vous alliez pas continuer à nous faire chier trop longtemps. Non, je dis qu'il y a eu un petit passage à vide et que on va dire Paris, on a bien profité. Nous avant, on nous disait putain, entre Secteur A et Marseille, franchement, il y en a marre. Voilà. Et donc Secteur A, ils ont pu continuer, ils étaient dans la place, donc ils pouvaient être là. Et nous, à un moment donné, il y a eu un relâchement et il y a d'autres artistes qui sont arrivés. Et ces artistes-là ont été mis en avant. Et quand nous, on continuait, parce qu'on continue à sortir des disques quand même. Donc quand après, à un moment donné, on allait voir Skyrock, clairement, on allait voir Laurent Boulot parce que c'était lui le boss. Hein, on n'envoyait pas 50 personnes. Mais que quand on nous disait, la maison de disques nous disait, ouais, il faut qu'il vienne en studio, c'est bien, comme ça il écoute des titres, il voit pour les singles et tout. Et que nous, pas habitués à ça, on disait, bah non, il va pas venir choisir le single quand même, c'est un truc de fou. Donc il écoutera quand ce sera fini. Et puis voilà, tu vois, quand il y aura le mastering et tout ça. Et quand après on écoutait des titres qui étaient coupés avec un couplet, on faisait des couplets de 30 mesures. Nous, les formats, tout ça, les formats radio, on ne comprenait pas, quoi. Et quand à un moment donné, tu avais un couplet qui était coupé au milieu pour qu'il y ait un refrain qui soit collé et que ton morceau, au lieu de faire 4 minutes 30 ou 5 minutes, il faisait 3 minutes 30, moi, ça m'est arrivé, c'est personnellement, où à un moment donné, j'ai dit, ben non, pourquoi il coupe les trucs? Et la maison de 10 te répond, ouais, mais s'il ne coupe pas le truc, il ne joue pas le morceau. Ben, il ne joue pas le morceau alors. Mais tu ne te rends pas compte des impacts qu'il va y avoir derrière, tu vois. Mais tu dis, ben voilà, c'est pas grave. Mais sauf que derrière, c'est pris comme un affront. Et après, c'est, ouais, ben non seulement je vais enlever le morceau, mais derrière, je ne jouerai pas les autres titres. Et ça, plus la pub qui n'est pas prise, le côté business, tout ça, plus le côté un peu on n'est pas d'accord et tout, fait qu'à un moment donné, petit à petit, on te raye du truc, quoi. Et forcément, il y a la place derrière. Et manque de relève aussi, peut-être manque d'organisation. Après, c'est Marseille aussi, on est un peu tranquille, on a le temps, on va faire les choses bien et tout. Mais à un moment donné, je pense que peut-être cet âge d'or fait que derrière, tu as peut-être un peu moins faim aussi. Donc, tu te reposes sur tes acquis, tu charbonnes moins. Et tout ça fait qu'à un moment, ça fait un passage à vide. Ok. Et donc, ouais. Ouais, non, on s'en était arrêté par rapport à ton parcours sur Ma Cause, qui sort en 99, donc sur Kif Kif, le label d'Imhotep. Yes. C'est un album sur lequel tu as tout fait. Beat et rappeur, quoi. Ouais. Quasiment, on va dire, aller à 80%. C'était prévu ça. C'était prévu ça au départ, c'est-à-dire que Imhotep te dit tu chapeautes la compilation Chronique de Mars et après tu sors un solo, ou c'est juste les choses elles se sont fait comme ça? C'était prévu que je fasse un album, mais je ne sais pas quand est-ce que la décision a été prise. C'est-à-dire que est-ce que c'est pendant Chronique de Mars qu'on s'est dit ouais, de toute façon, je pense que il y avait quand même une petite stratégie derrière qui était Faf, de toute façon après Chronique de Mars, c'est ton album, ouais. Et le fait que tu fasses 80% des prods alors que Imhotep et Beatmaker aussi, c'était un accord sans problème entre vous ou c'est vraiment... Il n'a jamais eu de souci avec ça. Au contraire, ce qui était bien, moi, c'est à Kif Kif, là où j'étais vraiment confortable, c'est qu'on m'a laissé vraiment faire comme je voulais, quoi. C'est-à-dire que
à cette époque-là, moi, j'ai une chance incroyable parce que je démarre mon premier album, on me dit, tiens, carte blanche. La limite, en fait, c'est le budget. À un moment donné, explose pas le truc, mais comme on vient pas non plus d'un milieu où on a des habitudes folles, où on a la folie des grandeurs, donc forcément, on fait un album quand même raisonnable, on est en indépendant. Mais j'ai pu le faire comme je voulais. Il m'a dit, prends, c'est moi-même qui suis allé le voir pour lui dire, fais-moi un instru. Ah bon, tu veux un instru? Ouais, quand même, fais-moi écouter des trucs et tout. Alors, sur cet album, sur Chronique de Mars, quand je reviens juste sur ça, Mm. il y a un titre qui plus tard va donner le concept d'un album que tu vas faire avec Shuriken, qui est La Garde en fait. Oui, ça a été un des premiers, La Garde a été un des premiers maxi de Kif Kif. Quand Kif Kif, donc le label d'Imhotep, quand on sort en fait les vinyles, il y a eu un des premiers trucs. Au début, Kif Kif était géré par Lassad et Gilles avec Imhotep. Et donc, ils voulaient faire des combinaisons un peu inédites. Et à un moment donné, ils viennent nous voir et nous disent, mais putain, les deux frangins, finalement, vous avez fait des trucs à I Am Soul Swing, tout ça, machin, mais vraiment tous les deux ensemble, vous n'avez pas fait grand-chose, quoi. Donc, faites-nous un titre. Et donc, c'est de là qu'est née La Garde. Mais avant qu'il vous le propose, ça vous a jamais traversé l'esprit, toi et Shuriken, de faire quelque chose ensemble? Alors, Ou vraiment, vous pouviez pas vous piffrer, en vérité? il y avait C'est là qu'il a découvert qu'il faisait du rap aussi. Il y avait un vrai problème entre nous. Non, je rigole, mais non, en fait, c'était dans les tours, mais comme je l'ai dit en fait au début, le truc était simple, c'était que moi, je voulais pas. J'ai toujours essayé d'avancer, même avec le soul swing et tout. Et c'est peut-être ça aussi à un moment donné qui nous a aussi peut-être porté tort, c'est qu'il y avait aussi quand même ce côté-là de, on veut faire les choses par nous-mêmes. Et moi, en tant que petit frère de Shuriken, petit frère de Hayam aussi, j'avais envie d'arriver, moi, si je pouvais, à un certain niveau avant de pouvoir, on va dire, faire quelque chose avec mon frère ou faire quelque chose même avec Hayam, sans qu'on dise, ouais, il va profiter, il profite de leur lumière, ou il a marché, ou il a vendu grâce à eux, tout ça. C'était pas le but. Voilà. Il y a un moment, C'est un peu d'égo, hein, mais c'était ridicule. Mais bon. comme dirait DJ Freud, à un moment, il a fallu tuer le frère, quoi. il a fallu se débrouiller sans lui et voilà. Mais cela dit, mon frangin quand même, il a toujours été là. Hein. C'est-à-dire que dans certains choix, il m'a toujours épaulé. Quand j'ai fait mon album, j'ai faisais écouter les sons, j'ai faisais écouter tout ça. Et d'ailleurs, voilà, dans Chronique de Mars, La Cavale, c'est lui qui a fait l'instru, par exemple. Et d'ailleurs, il en a fait aussi un ou deux dans mon album aussi. Et de toute façon, toi, tu as toujours été sur. Je crois que tu n'es pas sur l'école du micro d'argent, ni sur Revoir un printemps, ni sur Saison 5, mais sinon, sur tous les albums d'Ayam, tu as un feat. J'y suis dans pas mal d'albums, ouais. J'ai raté l'école du micro d'argent, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais En fait, t'as un peu le Capadonna d'Ayam, quoi. c'était un peu ça, mais comme je vous dis, hein, franchement, avec Def, au départ, c'est presque partie du groupe, quoi. On était tout le temps là. Rappelle-toi, Cher, hein, quand on montait à Paris et tout, même quand je me souviens, j'ai cette image encore où je vous vois, en fait, je crois que c'est une des premières fois hein, à Get Busy, je sais plus si on était dans des loges ou quoi, et nous, on était là avec Def, quoi. C'était presque limite, il y avait des questions, et presque limite, des fois, presque on répondait, quoi. On disait, ouais, mais non, mais attends, il s'est passé ça, tu vois. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la maison de disques a un peu moins apprécié. Faut de fermer votre interview. A un peu moins apprécié. Non, mais on était là dans les réunions de travail et tout, tu vois, dans les trucs vraiment à donner notre avis, tu vois. Mais bon. Juste pour en revenir un peu aux carrières solo, quel regard tu as eu sur ce que Dave Bond après a fait tout seul de son côté? Lui est parti avec Keops. Ouais, Dave est parti avec Keops. Moi, je le connais très bien, Dave. Je connais ses goûts et je sais que depuis le départ, il a toujours aimé la New Jack, le R&B, le funk. D'ailleurs, ils avaient une émission de funk avec Keops qui marchait pas mal. Et donc, à un moment, quand il fait son album et qu'il a des morceaux avec un peu des refrains chantés, avec des trucs, voilà, où le côté swing, en fait, c'était lui, quoi, quelque part, qui incarnait ça plus que moi.
Donc, son album, moi, je l'ai trouvé franchement bon parce que techniquement, et quand je suis persuadé que en l'écoutant aujourd'hui, on peut se rendre compte de la richesse de cet album. Le truc qui s'est passé avec Def, c'est que malheureusement pour lui, il a sorti euh, au, au mauvais moment. C'est-à-dire que pour moi, il était tellement en avance sur plein de choses, en fait, au niveau conceptuel, que le rap n'était pas prêt. Le rap n'était pas prêt à autant de chants, le rap n'était pas prêt à autant de mélodies, tout ça. Alors, heureusement, il a eu Tu me plais, le morceau de Taxi qui a cartonné. Et voilà. Et je pense qu'à une autre époque, il aurait pu vraiment durer beaucoup plus longtemps. L'un de tes premiers succès, un peu en solo, en tout cas ce qui t'a fait un peu connaître, c'est Gomez et Tabarès. Ouais, Gomez et Dubois. Gomez et Dubois, pardon, Ah, par rapport au film. Et ça t'a collé aussi un peu une étiquette de rap un peu parodique, un peu rap rigolo, quoi. ouais, bah alors ce qui est fou avec ce projet, c'est que la façon dont moi j'essaie toujours d'être authentique en fait dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que il faut que ça m'éclate. Il faut que vraiment je fais pas de projet si à un moment donné j'y trouve pas j'y trouve pas mon compte au niveau personnel ou artistique. Et quand on fait Gomez et Dubois, en fait il y a Kilomètre avec Eben, ils sortent de Gomez et Tavares avec Dadou. Ils ont fait un single que moi m'avait fait marrer avec les deux flics ripoux et tout. Le machin, c'est nous, nanana, c'est nous. Et à ce moment-là, c'est Yona, en fait, de BMG, que moi, à un moment donné, je vois, qui écoute certaines de mes maquettes avec des storytelling, tout ça, avec certains titres drôles dedans. Et elle me dit, putain, mais tu sais, en fait, il y a toute l'équipe, Tefa, Masta, Eben et tout, ils cherchent un artiste parce qu'ils ont envie de faire un album, vraiment, de faire un gros projet sur Gomez et Tavares. Et donc, elle nous connecte. On se connaissait déjà un peu quand même. Et là, moi, je dis un seul truc. J'ai dit, voilà, on va s'enfermer. Enfin, je dis, non, on décide de s'enfermer une semaine en studio et de créer des titres autour de ce concept de flic ripou. Et je me dis, soit si je m'éclate, on y va. Et si ce qu'on fait, ça nous plaît. Et puis, si ça se passe pas bien, ben, on arrête tout. Mais on a tellement rigolé pendant une semaine. Et nous, on l'a pris vraiment comme en se disant, c'est deux flics ripoux. Et on a fait l'album dans cet état d'esprit-là. Et après, là où le problème en fait qui s'est passé derrière, c'est que il y avait une stratégie. Au début, c'était les singles un peu parodiques, Hôtel Commissariat, tout ça, des trucs un peu marrants. Et derrière, il y avait des morceaux qui étaient beaucoup plus trash, mais qui étaient toujours marrants. Et nous, on voulait les sortir. Et là, à un moment donné, la maison de 10 nous a dit, les gars, il faut rigoler ou quoi? Non, c'est de la blague, votre truc et tout. Non, c'est de la blague, mais à un moment donné, allons au bout du délire. Parce que nous, on l'a fait aussi pour ça. Des titres comme Marcel Murat, où on avait repris le truc d'Eminem, Stan, avec un fan. Je ne sais pas si vous connaissez ce titre, c'est un fan d'un flic, en fait, qui lui écrit et qui lui dit moi, je t'adore, mec, et tout. Putain, mais moi aussi, je vais dans la rue, je frappe des gens, et je frappe ma femme aussi. Et putain, tu es mon exemple, et tout. Et moi, je fais le flic et Ben fait le flic qui lui répond. Enfin, des trucs. Tu sais que Musul a écrit des lettres comme ça, là, vraiment à des flics. Il y avait même à l'époque, il y avait même des flics on avait eu vent de certains trucs où alors c'était bizarre parce qu'il y en avait qui nous demandaient des autographes et puis il y en avait qui c'était genre il faut pas qu'on les croise. C'était vraiment, alors il y avait des mecs qui prenaient ça en tant que parodie, on rigole, et puis il y en avait qui prenaient le truc au premier degré. Et nous on était un peu entre les deux, mais comme ça s'est arrêté au bout de 2 singles. Donc c'est après ça que tu te retrouves dans Prison Break en tôle. Voilà. Mais vous voyez le truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que quand tu fais un album et que tu le pousses au bout de ce qui peut être, c'est vrai que c'est un peu frustrant quand derrière, tu sors juste 2 titres et après on te dit maintenant on va arrêter là parce que derrière, les titres qu'il y a derrière sont un peu trop trash. Les titres que vous voulez sortir, ça va trop loin. On ne peut absolument pas sortir ça. Et du coup l'aventure s'arrête là, quoi. Et éventuellement, si vous aviez pu un petit peu sortir les singles que vous avez voulu sortir, tu n'aurais pas été contre en faire un deuxième, je sais pas, qui aurait pu raconter vraiment une histoire du début à la fin? Ah ben on avait des idées de ouf avec pour Gomez et Dubois. On avait des délires de dingue. C'est-à-dire que si on avait été à l'époque, si on avait eu les moyens d'aujourd'hui avec YouTube et tout ça, avec voilà
des appareils légers pour filmer et tout, on aurait sorti 5-6 titres derrière et l'album aurait été pris différemment, je pense. Après, tu sors quand même, tu repars en solo avec Rap Stories. Ouais. Est-ce que c'est pas difficile de retrouver un deal? Enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais tu vas peut-être m'expliquer. C'est-à-dire de dire, ok, là, tu as fait un truc un peu ambiance Heroic Fantasy avec Shuriken. Après, tu fais un truc flic rigolo. On comprend pas qui t'es, en fait. On comprend pas qui t'es. Mais parce que moi, je kiffe, en fait. Je kiffe tout ça, me mettre dans Non, mais moi, le je comprends bien. Mais est-ce qu'après, pour des DA ou des patrons de label, je comprends pas qui t'es? Facile. Pas facile. Ouais. Vraiment pas facile. Et à un moment donné, de toute façon, j'ai pas de proposition non plus. Hein. C'est-à-dire que en tant qu'artiste solo, j'ai pas de proposition de maison de disques. Les trucs que je fais, ce sont parce que je travaille avec pas mal de monde et que je connais de certains artistes qui m'invitent. Et que je connecte un peu avec des gens du cinéma, de la pub, et souvent on vient me chercher par rapport à ce background-là aussi, d'histoire, de storytelling et tout, et c'est ce qui me permet d'avancer de notre côté. Mais non, j'ai pas de proposition de signature solo jusqu'à ce qu'il y ait Prison Break, hein, clairement. Tu te retrouves comment là-dedans d'ailleurs, à faire le générique de Prison Break? Alors, pour vous la faire courte, à cette époque-là, moi, je suis signé quand même en édition chez EMI. Donc, ça fait un petit moment que je suis signé chez eux parce que j'avais signé à l'époque à EMI en publishing à l'époque de La Garde, il me semble. Ou même avant, à l'époque de Semacause. Il y avait une histoire de coédition avec Kif Kif. Enfin, bref, je vous passe les détails. Mais du coup, moi, je suis chez eux. Et en fait, ils gèrent le catalogue de la Fox internationale. Et on a eu de nombreuses discussions avec le boss de EMI Publishing, Fabrice, sur justement le côté un peu de faire des génériques, d'interagir un peu avec le cinéma, parce qu'il sait que j'ai fait des trucs un peu des fois de cinéma, de pub et tout, de jeux vidéo. Et donc, il a envie de faire des choses comme ça avec les États-Unis. Et pour la petite histoire, c'est qu'à un moment, moi, je suis à Marseille. Donc, je vous l'ai dit, et t'es incarcéré au Baumette. Voilà, je suis au Baumette à Marseille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je continue de faire des titres, quoi. Donc, je continue de faire mes maquettes, tout ça, tranquille et tout. Et un jour, j'ai un coup de fil de Fabrice on parle de l'avenir, de la musique en général. Et puis, il me dit, ouais, mais frère, toi, t'es à Marseille. T'es dans ton truc, t'es dans ta bulle. Et en fait, t'es signé chez nous, ça fait longtemps maintenant, mais on sait jamais ce que tu fais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est prévenu au dernier moment. Il n'y a pas de, tu vois, ouais, quand on se voit, on rigole et tout, c'est sympa, mais au niveau carrière et au niveau musique, on apprend les choses quand les trucs ils sortent, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de dialogue entre nous et c'est dommage. Et je lui dis, ouais, t'as raison, c'est vrai, parce qu'ils m'ont quand même soutenu. Et donc, à un moment donné, quand je suis à Paris, j'ai 3 heures de temps devant moi et je dis à mon manager, écoute, viens, on va voir Fabrice, parce que la dernière fois, c'est vrai qu'il a un peu flippé, il m'a dit qu'il avait un peu flippé, qu'on passait pas assez souvent et qu'on ne discutait pas assez souvent. Et au moment où je passe, je vais accélérer le truc, mais j'y fais écouter des maquettes, storytelling encore, tout ça, avec des morceaux, des histoires et tout. Et il me dit, en parlant d'histoire, là, justement, de rap story et tout ça, est-ce que tu connais la série Prison Break? Et là, à l'époque, non, parce que ça venait de sortir aux États-Unis. Et il me dit, faut que je te montre ça et tout, tu vas voir, c'est monstrueux et tout. Donc, il me montre les trailers. Et il m'explique, il me dit, voilà, avec la Fox, il me dit, voilà, je suis arrivé à un accord avec eux de faire un générique français. Donc, on est en train de chercher là, parmi toutes l'écurie un petit peu de EMI Publishing, un générique pour cette série. Est-ce que ça t'intéresse? Et moi, je dis, évidemment, ça tue ce que tu me montres là et tout. Et quand je rentre, je me mets à bosser rapidement. J'envoie une version, elle n'est pas validée. J'en fais une autre dans la foulée. Celle-là, elle est validée par EMI. Elle est envoyée aux États-Unis et elle est validée. Après, entre là et le moment où ça sort, il se passe presque 8 ou 9 mois parce que M6, d'un coup, a reculé parce qu'ils ont eu très peur de faire un générique français pour une série américaine d'un coup. Et donc, ils ont tout fait pour faire traîner un peu l'histoire et presque que ça ne se passe pas. Alors que le générique de Dallas était un succès quand même.
C'était une grosse référence, le générique de Dallas, figure-toi. Et c'était, ouais, mais regardez Dallas. Et de l'autre côté, c'était, ouais, mais Dallas, c'était ancien quand même. Putain, les gens, ils vont croire qu'on veut faire un truc à la Dallas. Dallas revenait souvent dans les discussions à cette époque. Mais après, en fait, c'est les Américains qui ont mis la pression à M6. C'est les Américains qui, à un moment donné, ont dit maintenant, il faut arrêter. La série, elle What do you arrive. want? Ouais, on a vraiment. Et c'est eux qui. Enfin, moi, je l'ai su après en interne. J'ai eu les versions de tout le monde. Mais on m'a raconté ça, ils m'ont raconté ça, parce que ça avait été validé et hors de question de bouger à partir du moment où c'était validé. Donc après, ça allait très vite, quoi. Avec ça, tu as bien cartonné pour le coup. Ça a cartonné et c'est ce qui fait que le truc est très simple. Comme je vous dis, moi, à un moment donné, je fais aussi pas mal les choses avec le cœur. Et donc, je fais ça. C'est sorti en production chez EMI parce que c'est EMI qui a produit le truc parce que personne ne voulait le produire au départ, ce single. C'est EMI Publishing qui a été producteur du single parce qu'au début, c'est un morceau dont personne ne voulait. Hein. Même quand il est sorti, aucune radio le voulait. Skyrock, je n'en parle même pas. C'était qui, Faf? Non, désolé. Boycott total. Aucune radio n'en voulait. Voilà. Bon. Mais M6, ils ont, une fois qu'ils ont débloqué le truc, le label en fait a joué le jeu et m'a vraiment accompagné dans la sortie du truc. Et tout simplement, je sais plus, j'ai fait écouter des titres en fait à quelqu'un là-bas et qui m'a dit mais oh putain mais tu en as d'autres des titres comme ça parce que c'est pas mal. J'ai dit ben ouais, j'avais quand même démarré un album. Et ils m'ont dit ben on aimerait bien écouter. Et suite à ça, ils m'ont proposé de signer l'album. Est-ce qu'après, tu te retrouves. C'est toujours le gros dilemme d'un artiste, c'est-à-dire que tu attends toujours quand même de pouvoir vivre de ta musique bien. Et puis le jour où il y a un truc qui cartonne, et ben ce truc-là, carrément, il fait de l'ombre à tout le reste. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne t'a pas demandé? Tiens, tu veux pas nous faire un deuxième et un troisième truc comme ça? Alors, bizarrement, non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on m'a pas demandé. Oui, il y a eu après, il y a eu une commande d'un générique de fin pour la saison 2. Mais j'ai fait un titre totalement différent qui racontait l'histoire d'un flingue en référence à, vous le savez, mais il y a plein de gens qui comprenaient pas à l'époque. Mais moi j'avais beaucoup aimé le morceau de Nas, How You Like Me Now, où il racontait l'histoire d'un gun. Et ça m'avait toujours marqué et j'avais voulu refaire un petit peu la même story, mais avec une autre histoire d'un autre gun. Comme c'était en français, c'était sur un grenaille. Ouais, c'est ça. Mais j'étais fier de mon morceau, putain. J'avais créé une belle histoire. À un moment donné, il se retrouvait en saisie et il parlait comme un gars, quoi. Ouais, je me retrouve en saisie. Et puis il y a le vieux fusil qui dit c'est pas lui qui a shooté le mec. L'autre, il dit, ouais, moi, on va me faire sortir de là. J'ai des gens dehors. Enfin, tu vois, le flingue du tueur à gages. Bref. Et ça s'est retrouvé quand même en générique de fin de Prison Break. Donc, ça a été quand même validé par les Américains, par M6 et tout. Et après, derrière, en fait, ce qui a été le plus difficile, c'était de dire mais les gars, c'est toujours du rap, quoi. Et en fait, au niveau du milieu rap, c'est-à-dire moi, d'un coup, il y a un tout nouveau public que je connais pas, qui d'un coup, que je rencontre. Donc, celui qu'on appelle le grand public. Et il y a le public rap. En gros, à ce moment-là, en tout cas, ce qu'on me disait en face, après, derrière, dans mon dos, je sais pas, mais c'était bon, t'as vu, c'est pas trop notre truc, mais franchement, t'as raison, mange quoi. En gros, tu l'as mérité depuis le temps et tout, frérot, vas-y, prends, c'est bien, c'est tant mieux que ce soit toi. Mais derrière, c'était ouais, bon, c'est pas du rap. Alors que moi, j'estime que ce morceau-là, quand on regarde bien la façon dont il est fait, je l'ai fait dans les règles de l'art, sauf que bon, voilà, peu importe. Mais derrière, quand j'ai sorti l'album, effectivement, après, je ne suis pas bon stratège, c'est-à-dire que je cartonne avec Prison Break, qui est un morceau, on va dire, en teinté de guitare, tout ça, avec un refrain chanté et tout. Et derrière, j'arrive avec des morceaux style Ta meuf la Kaira, qui n'a absolument rien à voir. Rien du tout. Et du coup, ça crée une espèce de confusion. Mais encore une fois, comme je vous dis, ça se passe très bien. À ce moment-là, quand je sors la Kaira, il y a un très bon accueil parce que c'est un morceau quand même qui est assez drôle et que en tout cas, moi, dans mon entourage, on va dire hip-hop, ça fait marrer les gens.
ça fait marrer tout le monde. Donc voilà. Et moi, j'avais ma petite stratégie. J'avais mes titres derrière qui étaient prévus pour sortir. J'avais mon troisième, quatrième single et tout. Mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté à un seul single, Rap Stories? Ouais, Rap Story. Il y a eu la Kaira. Après, derrière, il y a eu, non, il y a eu le morceau avec Tairo. C'est de l'or, un morceau un peu raga. Mais celui-là, en fait, quand celui-là il est sorti, il était déjà un peu sacrifié parce que tout simplement, une fois de plus, à ce moment-là, Skyrock décide de ne plus jouer aucun titre de Faf. Et c'est malheureux, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'est pas encore dans une ère où YouTube, Facebook, tout ça, on est au début. Donc, quand Skyrock dit on arrête, N'existe plus. Il y a tout qui s'arrête. Mais vraiment tout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mon soutien, c'était énergie. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Et donc, même là, il se trouve que la personne qui avait soutenu mes titres à l'époque, parce que quand on a sorti Prison Break, le boss de énergie m'avait fait des excuses. Gentiment, enfin, c'est pas mis à genoux, mais il avait dit à la maison de disques, ah, Faf, que je m'excuse parce qu'à l'époque, j'avais dit que c'était pas un tube et que je croyais pas une seconde à pas le temps. Et en fait, je me suis carrément planté. Et maintenant, on joue le jeu à fond et tout. Et ils avaient commencé à jouer le jeu sur la Kaira, alors qu'à l'époque, le rap, à l'énergie, c'était quand même, il n'y en avait pas beaucoup. Et le mec s'est fait virer. C'est-à-dire qu'au moment où d'un côté ça s'arrête chez Skyrock, à Énergie, le gars s'est fait virer, il n'y a plus personne aux commandes. Et donc, quand la maison de 10 va avoir Énergie en disant, bah, soutenez-nous, quoi. Les mecs disent, ouais, mais il y a plus personne qui décide, donc on rentre plus de titres et tout. Et du rap, c'est encore même pas la peine. Faut aller voir Skyrock, le rap, c'est eux. En gros, les trucs, c'était très simple, hein, les codes avant. Hein. C'était le rap, c'est eux, donc allez voir Skyrock. Mais Skyrock, il y a une embrouille. Donc, du coup, mais vraiment, moi, je l'ai vécu comme ça parce que ça s'est arrêté. Plus personne ne te joue, plus personne, aucun média en tout cas, hein, attention, plus personne. Voilà. Mais C'est de l'or est sorti quand même dans la foulée parce que voilà, je voulais quand même le sortir. Mais après, même la maison de disques était complètement désemparée, quoi. Et peut-être que moi, j'étais aussi dans une phase où c'était c'est bon, c'est quoi, ça m'a saoulé, vas-y, tu vois, dans mes anciens réflexes. Et du coup, j'ai pas alimenté le truc. J'aurais pu à l'époque prendre les débuts de YouTube, les débuts de Facebook et en faire une arme, quoi. Mais c'était trop nouveau pour moi. J'étais déjà un ancien. Ouais. Et tu fais quoi après? Parce que tu as été dans le Frump, non? Le truc d'Alphonse Brand. Le Frump, c'est avant. C'est avant. Le Frump, c'est juste après Gomez et Dubois. Pareil, comment tu te retrouves là-dedans? À la suite de Gomez et Dubois? Très simple. Ouais, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, je bosse avec Tefa, mon poteau. Et donc, il est proche de Michael parce qu'en fait, Tefa, il a coécrit La Buzz, le film La Buzz. Il l'a coécrit. Et donc, à un moment donné, il vient me voir, il me dit, Faf, putain, on a un personnage qui s'appelle Alphonse Brown, tout ça. Il me raconte l'histoire du personnage et il me dit, putain, on a besoin d'un titre phare pour le gars dans le film. Donc, tu veux bien, on se fait un test et tout en studio avec Michael et tout. Et puis, on s'est retrouvés en studio et puis voilà, on a rigolé, ça s'est écrit. Moi, je me rappelle, on était sur Gomez et Dubois à l'époque. J'avais écrit 5 couplets en mode flow Eminem parce que le beat, il traçait un peu. J'avais écrit 5 couplets. Et après, en fait, lui, il a tapé dans les phrases. D'accord. Voilà. Et c'est devenu, ouais, un gros carton. Après Rap Stories, tu fais quoi? Parce que après, on te voit plus jusqu'à 2011, quoi, jusqu'à We Love New York, dont on va parler. Alors, ouais, après Rap Story, après Rap Story, qu'est-ce qui se passe? On est quoi? Après Rap Story, ouais. Les huissiers, la drogue, tout ça. En gros, c'est ça. Mais non, je travaille, ouais, je fais des trucs assez ponctuels, c'est-à-dire, mais encore avec le cinéma, des génériques. Je travaille aussi avec un poteau à moi qui s'appelle Elio. Elio qui avait pas mal produit pour Diams, qui avait fait aussi des trucs, je crois, pour Rof, tout ça. On était parti sur un album aussi ensemble. On avait commencé à travailler des titres et tout. Donc, en fait, je bossais des titres et à côté, j'avais pris un peu des vacances aussi et j'avais bossé aussi pas mal, ouais, des génériques, des collaborations, des feats, des choses comme ça. Donc, j'étais quand même pas mal occupé. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, je vais faire que du son. Et donc, j'étais parti à m'enfermer à la Cosca
J'avais demandé à Chill qui me prête un local. Et là, vraiment, je me suis dit, je fais que du son, en gros, jusqu'à Will of New York. C'est un truc qu'on n'a pas évoqué, ça. On a évoqué tes débuts de rappeur et tout ça, mais à quel moment tu te mets à tâter des sampleurs, des machines, etc. Dès le début. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Au début, avec le Soul Swing, quand IAM faisait leur prod, comme je l'ai dit, on était souvent là. Donc moi, j'étais là, je regardais comment ça se faisait, je regardais beaucoup Imhotep travailler. Et à un moment donné, au début, Imhotep, on lui ramenait des disques, des samples, et il nous aidait. Après, on a fait ça aussi avec un autre gars qui s'appelait François. Et en fait, à un moment donné, ben, quand plus personne ne pouvait le faire pour nous, il a fallu que quelqu'un prenne les commandes. Et donc, en fait, à l'époque, Imhotep, il faisait des stages de beatmaking. Et donc, du coup, moi, j'avais fait ce stage. Et comme c'était mon poteau, il m'avait prêté un W30. Donc, je suis reparti chez moi avec un W30. Je l'ai harcelé pendant un mois, à l'appeler tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça marche pas, je comprends pas comment tu fais ça et tout, machin. Il a été super patient avec moi. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des beats, pour le Soul Swing. Ouais, je croyais que Chéri voulait prendre la parole. Non? Ouais, mais par rapport. Donc, tu disais que tu avais été enfermé un peu à la Cosca. Ouais. C'est dans cette période-là que l'idée de We Love New York est née. Oui, en fait, l'idée de We Love New York, elle est très simple. C'est-à-dire que on a beaucoup de discussions, évidemment, avec Chill, puisque moi, je suis mon local, c'est la porte à côté de son studio. Donc, en fait, pour aller, moi, dans mon studio, je passe par le sien. Et donc, on se voit, c'est une période où on se voit tous les jours. On se voit tous les jours, on parle musique, on se fait écouter des trucs, les nouveautés, tout ça. Et comme vous savez, on est très influencé rapricain. Donc voilà, on n'arrête pas de se faire écouter des sons. Jusqu'à un jour où Chill vient et me dit putain, franchement, j'ai envie de faire une mixtape. Tu sais quoi, on sample comme des porcs. C'est l'époque déjà où on ne peut plus sampler parce que ça coûte trop cher. Et il me dit on sample comme des porcs, on s'en fout et on sort le truc comme ça, mixtape. Et voilà, on kiffe. Je dis, bah vas-y, ok. Il me dit, tu te sens, on le fait ensemble et tout. Je dis, bah ok. Et puis, à partir de là, au début, ça devait être une strip tape. Et puis, ça s'est transformé en album parce qu'en fait, l'équipe à la Cosca a trouvé ça vraiment top. Et ils se sont dit, non, bah, pourquoi pas produire un vrai album, quoi. Akhenaton, il dit qu'il fait du rap d'orthodoxe. Et We Love New York, on va dire que c'est un album de rap orthodoxe dans Mhm. ce sens-là. Et c'est quoi la place du rap orthodoxe aujourd'hui dans le paysage du rap français? C'est une place, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Déjà, ce qu'on appelle le rap d'orthodoxe, bon, d'autres appelleraient ça le boom bap ou je sais pas. oui, oui, mais Dans une ère où tout le monde utilise l'autotune maintenant, enfin, dans le rap français, c'est un rap minoritaire. C'est-à-dire que c'est devenu un rap minoritaire, mais qui est quand même toujours présent. C'est-à-dire que moi, je côtoie suffisamment de MC et de beatmakers, tout ça, qui sont dans cette mouvance-là et qui aiment ce style de rap. Sauf que c'est pas celui qui vend, c'est pas celui qui cartonne sur les réseaux. Donc, on l'entend moins. Donc, il est minoritaire en termes de, comment dire, d'audience, de vente, de tout ça, de diffusion et tout, mais il est quand même bien présent. Après, moi, ce que je déplore justement dans ça, c'est que, et que j'arrive pas à comprendre en fait, c'est-à-dire que je sais, et vous allez peut-être me rejoindre là-dessus, c'est-à-dire qu'on sait le public qu'il y a pour ce type de rap, il est là, il est présent, moi, tous les jours, mais par contre, ils sont pas, ils se manifestent pas. C'est-à-dire que combien de fois, et ça même on en rigole aujourd'hui, mais où les gars viennent, te disent putain, j'ai adoré tel titre et tout, ouais, le rap maintenant c'est pourri, il y en a marre, les gars, revenez. Alors J'ai sorti un truc il y a une semaine, j'ai une idée là. revenez, les mecs ils disent revenez, j'ai sorti un truc il y a une semaine. Et là, tu te dis, bon, bah, c'est Tu bon. sais, c'est quoi ma théorie sur ça? C'est qu'en fait, les gens, c'est simple, hein, c'est la nature humaine. Tu regrettes tes 20 ans. Donc, tu es Ouais. nostalgique du rap que tu as écouté toi quand tu étais ado, ou comment toi tu l'as découvert. Tu sais, j'avais une discussion comme ça avec DJ Fab. Le mec, il fait venir AG, Diamond D, et c'était qui l'autre? C'était Sadat X. Ouais.
et il n'y a personne dans la salle. Et c'est triste. C'est ouf. Il n'y a pas grand monde en tout cas. Et tous les puristes vont bien dire effectivement, alors DITC, tous les gens qui aiment le rap new-yorkais, DITC, tu vois, je pense que le premier DITC, c'est l'incarnation du son new-yorkais, quoi, tu vois, Large Pro et machin. Mais ces gens-là, déjà d'une. Alors moi, déjà, il y a un truc, moi, à titre personnel, j'aime le rap d'avant, mais j'aime pas les mecs de maintenant qui essayent de faire du rap d'avant. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Ouais, si. Si je veux écouter, même, tu vois, l'autre fois, j'ai posté un truc de DITC qu'ils ont sorti il y a 2 ans. T'as pas le truc d'avant. Il n'y a plus le truc. Voilà, pourtant, il y a Fat Joe qui est super présent dessus et tout ça, mais il n'y a pas le truc. Déjà, ça. Mais est-ce que tu penses que c'est la qualité, la magie qui est plus la même ou c'est ton écoute c'est les deux, différente. C'est les deux, parce que aussi bien ceux qui le font, vraiment nos icônes de l'époque ont vieilli. Tu sais, un artiste, si tu le sais, que tu t'appelles Diamond D, Faflarage ou Prince ou James Brown, tu as un apogée, un pic de créativité. Ouais, c'est clair. Tu n'auras plus après. Ça, c'est comme ça, c'est pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est lié à la testostérone ou tu vois, mais bon, bref. Donc déjà, il y a ça. Et c'est exactement ça. Et donc, tu vois, le truc de vieilleuse, donc tu as la nostalgie d'avant. Moi, je dis toujours que je suis un nostalgique pragmatique. Je sais que la machine à remonter le temps, elle n'existe pas. Ouais. C'était mieux avant, mais ça ne sera plus comme avant. Ça, et puis, tu sais, les gens qui sont ce public-là, ils sont pères de famille, ils taffent et machin, ils n'ont plus le temps. Il y a ça aussi. Il y a beaucoup ça. Moi, je pense que alors, pour le côté nostalgique, moi, en fait, je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que les gens n'ont plus vraiment le temps. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, pourtant, je suis dedans, j'en le fais, eh ben, je suis pas autant assidu, on va dire, que ce que je devrais l'être et que ce que je l'ai été par le passé. Parce qu'à l'époque du soul swing, tout ça, quand on en parlait, je veux dire, il n'y a rien qui m'échappait. J'étais une bibliothèque, quoi. C'était, ouais, il y a ça, lui, il a fait ça, lui, c'était l'artiste, il sort de là, il est dans telle équipe, il y a tel producteur, tel label. Tu sais ce qu'a joué contre ça aussi? Je pense que c'est la dématérialisation de la musique. Oui, avant, le fait d'avoir notre seule source d'information, parce que ce que j'explique toujours, on parle d'un temps qui est complètement incompréhensible pour les gens d'aujourd'hui, même pour des trentenaires. On parle d'un temps d'avant Internet et d'avant le téléphone portable. Donc, quand tu parles de ça, moi je parle de ça à mon fils, pour lui c'est la préhistoire, c'est limite. Il se demande quand est-ce que les dinosaures ils arrivent dans l'histoire et tout ça, quoi. Mais donc, nous c'était les pochettes et le fait que la musique tu la touchais, c'est-à-dire que tu avais des pochettes, une sorte d'information. Ah mais c'est le même mec qui a produit ci, c'est le mec qui a produit ça. C'est vrai. Les sapes, tu les découvrais, les tendances des sapes, les baskets que tu voulais, c'est sur les pochettes de disques que tu les découvrais. Donc, mais tu sais que… pour finir, aujourd'hui, j'ai des listes de MP3, mais c'est que des blasts, tu vois, c'est que des noms sur un ordinateur. Je ne retiens pas, je n'ai pas la pochette qui va avec, je n'ai pas le visuel, je n'ai pas le truc. Avant, tel morceau, je pouvais te dire s'il était sur la face A ou la face B du 33 tours de tête, quoi, tu vois. Non, tu ne sais même pas sur quel album il est. Exactement, puis là, c'est ça. Et ça, du fait qu'on a plus… tu sais, c'est comme tout, regarde tu as un téléphone portable. Tu as 36 000 numéros dedans. Tu n'en connais aucun par cœur. Le seul numéro que je connais, c'est le mien. Et tu vois, je parle. Et tu t'appelles jamais. En plus. et tu vois, je vois ma mère, elle connaît au moins 10-15 numéros de téléphone par cœur. Ouais. Elle connaît des interphones d'immeubles par cœur. Tu vois, et c'est ça, je pense que comme tout est virtuel. Oui, puis on est dans la consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement c'est en virtuel, mais il y a je ne sais pas combien de titres par jour qui sortent. Et puis il y a Alzheimer aussi. il y a tout ça. Mais tu sais, pour rejoindre ce que tu dis, c'est que moi, à un moment donné, par exemple, New York, et pourtant, I love New York, hein, clairement, mais ça a perdu de son charme à cause d'Internet. C'est-à-dire qu'à l'époque, on allait à New York, parce que comme tu dis, on voyait dans les clips, on voyait les sapes, on voyait les trucs. Moi, je pensais qu'à 2 trucs. Hein. J'avais 2 rues, j'avais 2 spots. À un moment donné, c'était Fulton. C'était putain, je me souviens même plus. Bref, les artères, là, Fordham pour les cuirs. Et de l'Outside Street. Et la 5e avenue. Et Broadway, comment il s'appelle dans le Bronx, il y en avait. C'est Fordham dans le Bronx. C'est Fordham, ouais. Enfin, voilà. Fordham, ouais. Et quand tu allais à New York, tu savais qu'il y avait la SAP. Et tu arrivais directement chez Fat Beat. Et là, tu avais les soirées, tu avais les flyers des soirées et tu avais tous les vinyles de l'Incarnation et les cassettes qui étaient là. Et c'était le paradis. C'est-à-dire que
limite, tu allais à New York pour ça, quoi. C'est-à-dire que, limite, voilà, soirée, les vinyles, les cassettes et la salle. Mais tu regardes, Et alors le reste. là, on va vraiment partir dans un discours de vieux cons qui racontent leurs Ben souvenirs. oui, mais c'est clair. Mais C'est après, vrai que- aujourd'hui, avec Internet, tu as tout à dispo. Donc, tu vas à New York, tu te dis, Et putain, puis une mais... autre chose, c'est qu'à l'époque, New York, c'était vraiment un trip. T'allais, c'était une autre planète. Alors, ça reste quand même Ouais. New York, mais Mm. c'était une ville dangereuse. C'était avant la tolérance zéro. Ouais. C'était une ville dangereuse, c'est ça. Je t'explique toujours avant, Times Square, c'était les sex shops. Grave. Et aujourd'hui, tu as la boutique Disney. Et la boutique M&M's. Et Exactement. la boutique M&M's. Alors qu'avant, c'était à l'époque du Dommage qu'ils Carter avaient- Hotel. Je sais pas, vous avez connu le Carter Hotel? Bon, on a tous connu le Carter Hotel. Le Carter Hotel, c'était un plan de AZB. C'est Il les faut AZB faire un qui morceau nous avons comme ça. découvert le Carter Hotel et on se l'est refilé à tout le monde après, tu vois. Sauf que nous, après, au bout d'un moment, on a bougé ailleurs quand on avait un peu plus d'argent. Mais non, mais voilà, donc c'était tout un trip. Times Square, les gens ne réalisent pas ce que c'était Times Square. Mais si tu regardes New York aujourd'hui, je trouve ça super aseptisé par rapport à Ah oui, mais grave. C'est-à-dire qu'à un moment, je vous dis franchement, hein, c'est-à-dire que moi, New York, voilà, c'est le rap, c'est tout, ça ramène plein de souvenirs et tout, mais c'est vrai qu'à un moment, ben, tu retrouves plus ce que tu avais à l'époque. C'est-à-dire que, et c'est là d'ailleurs que après j'ai découvert LA. Hein. Et tu sais que d'un coup, je me dis, ouais, LA, c'est pas si mal quand même. Quand tu parles d'Internet, le problème, c'est quand tu regardes aujourd'hui, dans toutes les villes du monde, tu as les mêmes boutiques, mêmes enseignes, et tout le monde, je trouve que déjà, par exemple, tu vois, au niveau du style, même s'ils ont toujours bon, New York, ça reste toujours un truc à part, mais ils sont européanisés dans le style. Ah oui, clairement. Et donc maintenant, tout est uniforme. Il n'y a pas vraiment de différence et tout ça. Alors qu'avant, tu vois, c'était vraiment un truc spécifique. Ah maintenant, tu peux plus te la raconter. Quoi. Tu peux plus te la raconter avec ta paire de baskets qu'un pote t'a ramené à New York, vu que tout le monde peut l'avoir sur Internet. Exactement. Mais voilà, mais c'est juste que voilà, aujourd'hui, tu trouves tout en fait. Donc, quel intérêt de se faire le voyage pour aller voir un truc qui est devenu aseptisé, et alors que tu y allais pour une spécificité qui n'existe même plus là-bas. C'est-à-dire que les magasins de vinyle ont fermé, les sapes, ben, comme on dit, c'est partout pareil. Il n'y a plus vraiment la magie. Ou alors vraiment, après coup, moi, ce qui m'a resté après, c'était les studios, quoi. C'est-à-dire que après coup, ça a été le kiff des studios à New York, et après de rencontrer des artistes et d'avoir vraiment une autre approche par rapport aux gens qui vivaient là-bas, et d'arriver des fois dans des spots improbables et tout. Mais ça, c'est voilà, si tu connais pas bien, si tu connais pas un peu des gens et tout, tu le vois même pas, quoi. Enfin, toujours est-il que We Love New York, l'album, pour revenir à ça, l'album avec Akhenaton, ça reste quand même un bel hommage à tout ce que ça peut être le rap new-yorkais, le truc urbain. C'est un hommage à Mais c'est un épitaphe. C'est un épitaphe. Ah, mais alors, je sais pas si cet album a marché, mais moi, je trouve que c'est un très bon album. J'ai eu l'occasion de te le dire plein de fois. Moi, c'est un album que j'ai écouté plus que certains albums d'Ayam. C'est un album qui a été fait vraiment, mais comme les autres, hein, mais celui-là, il a été fait vraiment avec le cœur. C'est un album qui a été fait, qui est né d'une simple idée de Chill qui, à un moment donné, ouvre la porte et dit putain, j'ai envie de faire une mixtape. Mais tu sais que cet album me rappelle en fait ce qu'étaient les premiers albums d'Ayam. C'est-à-dire que tu pouvais passer d'un morceau drôle à un morceau un peu plus sombre, après un morceau de pur ego trip, morceau où ça kickait, tu vois. Il y avait vraiment ce truc-là. C'est vrai, moi, c'est un reproche que j'ai vraiment à faire à Ayam. Et le jour où on les recevra, on leur dira. On devrait le dire à ce moment-là, mais c'est pas vrai. C'est qu'avant, vraiment, les trucs qu'on aimait bien dans Ayam, c'était tous les morceaux marrants qu'il y avait dans le truc. Les acédiques, l'Ultra Mia, tous ces trucs-là. Ouais. Et qu'à un moment, ils ont arrêté, qu'ils ont perdu, quoi, tu vois. Ben après, je sais pas si à un moment donné, je crois pouvoir expliquer ça tout simplement. C'est que, mais ils vous le diront eux, mais. Le premier redressement fiscal, c'est ça. Mais c'est la vie à un moment donné qui fait que quand après ils sont dans certains albums, dans les vies personnelles, dans tout ça, il se passe des choses, ils vivent certaines choses qui font que ouais, l'humeur est plus tout à fait la même, quoi. Donc au moment où ils font l'album, et je pense que dans We Love New York justement, Chill il a voulu un peu retrouver ça. Et moi, ben, comme vous le savez, les morceaux marrants, j'essaie toujours en mettre. Moi, j'essaie toujours de conserver quand même ça. Même dans Rap Story, il y a un morceau qui s'appelle Le Brancheur, où il y a un mec odieux qui branche des femmes, qui branche des meufs, et qui est complètement dégueulasse, et qui est passé aussi à la trappe, hein, mais bon, voilà. Mais j'en ai toujours mis au moins, j'ai essayé, et ça m'a fait toujours, le rap, voilà, moi, j'ai besoin toujours de mettre un peu d'humour, tout ça, enfin, j'essaye.
Voilà. Et donc, Chill, forcément, me connaissant, il me dit, ah putain, Faf, viens, putain, on sort des vannes, des conneries et tout, et ça se transforme en titre, quoi. Et peut-être qu'à un moment donné, avec Ayam, c'est pareil, ce qu'on disait avec l'âge. Tu te dis, ouais, mais si je fais un morceau drôle, ça va être ridicule. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? J'ai plus l'âge. Tu Bah, vois, il y a aussi ce truc-là. je pense qu'ils ont réussi avec Coupe le Cake et par contre, Coupe le Cake, c'était vraiment raté. Ce couple cake, il a fait parler quand même. C'est un truc Ils de se sont ouf. coupés le pied là plutôt. C'est un truc de ouf. Mais ouais. Moi, je l'ai pris. Je l'ai pas pris comme le reste du rap, en fait, ce titre-là. Non, Ou alors je suis passé à côté. je pense que c'est le clip qui était douloureux. Ah, Ah, non, mais même Ah, mais pas. tu vois, C'est-à-dire que moi, quand on parle même, tu vois, d'Akhenaton, les Gamani, tout ça, c'était vraiment, tu vois, Mhm. c'était des parodies, mais super justes et super drôles, quoi, tu vois. j'ai pas de face, il est mortel. Bien sûr. Mais je sais pas, peut-être à un moment donné, tu sais, l'humour, comme on disait, hein, en vieillissant, l'humour, c'est plus le même. Là, petite anecdote à la con, je suis en train d'essayer, mais ça fait plusieurs années que j'essaye de faire le film en trois, quoi. Et je suis en train d'essayer de l'écrire. Et je me pose toutes les questions là dont vous êtes en train de parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, si je le sors pour faire un four, au moins que les quelques personnes qui vont l'écouter me disent, putain, franchement, il y a au moins 2 vannes où j'étais plié. Il faut qu'au moins il y ait ça. Donc déjà, il faut que moi, je rigole quand je le fasse. Mais si mon humour est foireux, si moi, je pense que, ah putain, la phase, attends, c'est trop mortel et tout, que je rigole tout seul dans mon coin, mais qu'après, quand le truc qui sort, ça fait rire personne. Tu vois, après, je pense qu'il y a plein d'artistes à un moment donné qui franchissent pas le pas et qui se disent, non, Moi, non, j'y vais personnellement, pas. moi, mes vannes, tant qu'à me font rire, moi, je m'en fous des autres, quoi. Ouais, parce que tu t'assumes avec ça. Mais tu sais, moi, par exemple, Parce que je ne pas de disque, moi, c'est pour ça. mais non, mais mon frère, par exemple, mon frère avec l'humour, il a plus de mal dans les textes. Et depuis toujours. C'est vrai que c'est le mec le moins drôle d'Ayam. Mais depuis toujours. Mais parce que lui, son alors que écriture, c'est le elle plus va fort ailleurs. c'est le plus fort sur les vannes culinaires, sur les rimes culinaires. Les rimes culinaires. Ouais, Mais tu sais quoi? Il est. En voilà, vérité, la meilleure vanne d'Ayam, c'est Imhotep qui l'a sortie, elle était sur Joey. c'est vrai? Ouais, il a dit ça doit être un sacré bon acteur parce que pendant 30 ans, il a réussi à nous faire croire qu'il était rappeur. Elle était sale, mais elle était fracassante. Pascal, Imhotep, il en sort pas beaucoup, mais il les pour, réserve. Je pense que je le soupçonne de les mettre de côté et d'attendre le bon moment pour les sortir. pour en revenir à Ayam, Mais, il y a quand même oui, l'album Art Martien sur lequel tu ouais. produis en fait. Oui, Et alors, entre-temps, évidemment, tu me disais qu'est-ce que j'ai fait après. C'est-à-dire qu'après We Love New York, pour vous la faire très courte, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Sébastien Damiani, qui est mon binôme, mon partenaire in crime aujourd'hui, encore. Et du coup, Sébastien, lui, il vient d'un autre univers, quoi. Il vient d'un univers classique, de pop, de variété, et c'est un vrai compositeur. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui sample, c'est quelqu'un qui compose, qui écrit la musique, qui a ses diplômes, qui a tout ça. Et ancienne enfant star. Ancienne enfant star. Voilà, et surtout virtuose. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai dit, ouais, mais on a beaucoup de discussions avec Seb sur la musique en général. Il m'apprend beaucoup de choses, et lui aussi, c'est que il m'explique, pour vous la faire très courte, pour voir le niveau du gars, c'est que une médaille de conservatoire, c'est-à-dire le conservatoire et le classique, c'est pas du tout comme le rap, c'est-à-dire c'est quelque chose à un moment donné, tu as la validation ou tu l'as pas. Et quand tu es en conservatoire, tu dois t'en sortir avec 8 ans, la moyenne c'est 8 ans d'études, et à la fin, tu es jugé, et c'est sur 20, et si tu n'as pas en dessous de 14, tu es recalé. En gros, 8 ans d'études pour la médaille d'or de conservatoire, piano. Il a eu en 2 ans. Et il l'a eu beaucoup plus tard que les gamins qui sont là depuis l'enfance, parce que lui, il a eu un autre parcours. Et à un moment donné, il s'est dit, il faut que je sois légitime. Donc, je vais quand même aller au conservatoire, parce que sinon, on va croire que je suis un charlot. Et il est resté 2 ans, il a eu ses médailles, il est ressorti. Bref, vous voyez le niveau du mec, qui est incontestable dans tous les gens qui connaissent la musique sur le bout des doigts, on va dire. Donc, et ce mec-là, il arrive humblement. Et en gros, j'aimerais travailler avec vous. Et donc, on connecte, on a des affinités humaines et tout. Et donc là, je lui dis, putain, mais en plus, tu sais quoi?
En gros, tu tombes bien parce que les samples, ça devient très cher aujourd'hui. Et putain, en fait, avec toi, on a plus besoin. On peut enfin créer ce qu'on a dans la tête. En fait, c'est un peu votre cuisinier pakistanais, quoi. C'est, euh, disons que pour prendre ta métaphore, nous, on a ouvert notre resto tous les deux, et on essaie de faire nos petites ventes à emporter. C'est pas facile, Mais mais on essaie. cette collaboration, elle est intéressante dans le sens où souvent les gens qui viennent de cet univers-là étaient assez condescendants avec le rap, assez méprisants. Carrément. Lui, tu sais que lui, il s'est fait. Les gens l'ont beaucoup critiqué, on va dire, de l'autre côté, Tu te en lui souviens disant qu'est-ce que tu vas faire là-bas, quoi. qu'il y avait un connard qui avait expliqué que le sample, c'était le sida musical, carrément. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Donc, les gens qui composent, qui ont appris le solfège et tout ça, étaient assez condescendants avec le rap. Mais il y a un vrai débat. Nous, combien de fois avec Seb, en plus, il est plutôt, on va dire, entre guillemets, de notre côté. Donc, combien de fois de discussions on a eu ensemble sur le sujet. Mais c'est vrai après coup, tu peux aussi comprendre. C'est-à-dire que moi, comme je lui dis, tu sais quoi, c'est vrai que pendant des années, on a été des pillards, quoi, des pillards de tombes, quoi. C'est-à-dire qu'on est arrivé, les mecs, c'était mort. Héritier, vas-y, on prend le truc, on s'en fout. Limite, on ne créditait pas au début, quoi. Tu sais ce qu'on dit du hip-hop, hein. Le hip-hop n'a rien inventé, par contre, il a tout réinventé. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est même pas un débat parce qu'il est d'accord avec moi, je dis, mais tu sais quoi, c'est-à-dire que le hip-hop, ça a été une telle révolution musicale et culturelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si les mecs qui s'arrêtent ils volent de la musique, c'est qu'ils ont rien compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a réinventé la culture. Et tu te souviens, c'était Daddy-O de Stetsasonic qui avait dit un truc qui avait un peu choqué les gens, mais qui était Tell me the truth. Et, qui avait dit un truc très vrai. Il dit OK, on a samplé James Brown, mais avant qu'on sample James Brown, il était démodé, il était dépassé. Et c'est vrai que Talking on la jazz, cette phrase-là, je pense qu'on l'a tous. Le rap a remis tous ces artistes au goût du jour et tout ça. Et moi-même, j'ai redécouvert à travers le sample d'artistes de soul et de funk qui étaient complètement tombés aux oubliettes. Mais c'est carrément ça, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis, je pense que c'est ce qu'on pense tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai, on n'a pas forcément critiqué certains. Le rap leur a sauvé la vie financièrement à ces gens-là. Mais grave, c'est-à-dire qu'à un moment où il y a commencé à avoir les lourides et tout ça, qui ont commencé à dire ouais les gars, ça suffit. Après, on a commencé à créditer les trucs. On a commencé à mettre les noms, tout ça, machin, truc. Et déjà, tu avais déjà tous les mecs qui étaient dans le hip-hop qui, de toute façon, allaient fouiner les vinyles, allaient chercher les vieux trucs, allaient dire, ouais, tel album, tel artiste. D'un coup, on a découvert des mecs, Bob James, qui arrivent, putain, Nautilus. Il est intransigeant, lui, sur les samples. Il est intransigeant sur les samples. J'avais une interview de lui qui disait il n'y a pas de problème, les mecs me samplent, mais ils payent. Parce qu'il s'est fait niquer avec Run DMC. Tu l'as vu, bien sûr. Il parle de ça. À un moment donné, tu comprends que quand le mec, il le dit, hein, moi je suis arrivé cool au début. J'ai dit, super, vous avez pris mon truc et tout. C'était Peter Piper, je crois, ou même il y en a le sample de Welcome to Mardi Gras, je crois. Ouais, c'est dans Peter Piper de Run DMC, dans l'album Adidas. Et il le dit, au début, je suis arrivé cool. Le mec, il est allé voir même ses avocats. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, tu vois? Et on y va cool. On dit, OK, vous pouvez le prendre, mais on s'arrange, quoi. Et d'après ce que lui dit, les mecs l'ont envoyé chier. Alors, est-ce que c'est Run DMC même ou c'est le staff autour? Mais les mecs l'ont dit, ouais, non, on va s'en foutre, tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce que tu veux manger? Après, le gars, il a dit, bon, OK, quoi. À partir de là, c'est bon. Vous voulez même pas discuter. Mais on était jeunes, on était, tu vois, voilà, on comprenait pas le truc. Mais à côté, tout ce que ça a amené derrière. Mais il y a aussi plein d'artistes qui n'ont pas su qu'ils avaient été samplés tout de suite, quoi. Je me rappelle une fois avoir fait un interview de Denis Coffey, tu vois, le guitariste, et que le Public Enemy a samplé pour You Gonna Get Yours, tu vois, c'est sa guitare. Et il me racontait qu'un jour, il a demandé à son fils qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la rue, qu'est-ce que les jeunes écoutent. Il lui fait écouter ça et il dit c'est marrant, mais je crois que c'est quand même moi qui joue là-dessus. En fait, le truc, c'est qu'il y a un truc très con, mais vous le savez, c'est qu'aux États-Unis, en fait, les mecs, quand ils samplent et qu'ils se font gauler, ils payent ce qu'ils ont vendu. Donc, quand c'est des mecs indépendants qui font des trucs, qu'ils n'en vendent pas beaucoup, sur un titre, ils payent ce que le titre a rapporté, par exemple, alors qu'en France, tu es considéré comme un voleur et donc tu payes le droit à la… En fait, tu as volé l'œuvre. Donc, tu as une amende. Et l'amende, c'est
je crois au minimum 20 000 euros ou un truc comme ça. Donc même si tu as vendu un disque, tu peux te retrouver avec un minimum de 20 000 euros dans ta gueule, quoi. Ça fait Après, quand même réfléchir. c'est toujours le même truc, c'est-à-dire qu'on se dit qu'effectivement, le mec qui est samplé, c'est quand même son truc au départ, donc il a le droit de toucher un petit quelque chose. Mais le vide juridique qu'il y a eu à un moment fait qu'on a eu des albums comme It Takes a Nation ou Fear of the Planet, des trucs avec 10 000 samples, oui, et ce serait impossible de les refaire maintenant. Mais les Américains, ils le font toujours. Moi, c'est ça. La dernière fois, j'écoute l'album de Madlib et Freddie Gibbs. C'est Freddie Gibbs, je crois. Putain, tu sais quoi, à un moment donné, tu te dis, je sais pas quoi, comment ils font. Il y a des boucles dans tout l'album. Putain, je sais pas, il y a au moins 15 titres. Comment ils font? Tu écoutes, comment il s'appelle, Nine Wonder? Comment il fait? Le mec fait des albums d'instru avec que du sample. Comment il fait? Ils ont des deals, il y a quelque chose. Ouais. Il y a un truc. Alors, pour en revenir à ta collaboration, enfin à ton présent en tout cas, maintenant c'est le taf avec le binôme Garage Damiani. Excuse-moi, on est parti de là, ta rencontre avec Sébastien. Ouais. Ben, en fait, pour aller très vite, c'est-à-dire qu'avec Sébastien, on connecte et très rapidement, on travaille ensemble. Voilà, on fait des trucs ensemble et donc on se retrouve à faire des beats dans Art Martien parce qu'à l'époque, Art Martien devait être un album de Morricone au départ. C'était I Am Morricone, le premier truc. Et moi, j'avais fait une vingtaine d'instrus. Ils avaient missionné tous les beatmakers autour d'eux et tout. Moi, j'avais fait une vingtaine d'instrus avec des samples de Morricone. On avait tous saigné, mais comme des poires cette fois-ci, puisqu'on avait plus ou moins, on va dire entre guillemets, l'autorisation. Donc, c'est allez-y. Et puis, de toute façon, comme ce sera un album avec Morricone, donc il y aura le deal. Sauf qu'une fois qu'ils ont commencé à sélectionner les premiers instrus, moi je devais en avoir pas mal dans l'album, en fait les enfants de Morricone ont commencé à vouloir un deal qui n'arrangeait pas du tout le groupe, quoi. C'est-à-dire qu'en gros c'est Morricone en gros, I Am en petit, et tous les droits c'est Morricone, tous les trucs c'est Morricone, et donc en fait en gros il ne restait plus rien, quoi. Donc c'était pas intéressant pour qui que ce soit, on va dire, à part le côté artistique. Mais du coup, ils ont dû très vite switcher parce qu'ils avaient déjà une date butoir pour les enregistrements et tout. Et il a fallu très rapidement faire un nouvel album. Parti d'un peu de zéro. Et la consigne, cette fois-ci, c'était on va essayer de faire, ce serait bien qu'on puisse faire l'école du micro d'argent 2.0. Et donc, ils ont missionné des équipes et Sébastien et moi, on a fait partie des équipes. Sébastien, lui, il a travaillé avec moi, mais il a travaillé avec Imhotep, il a travaillé avec Akhenaton. Donc, en fait, dans Art Martien, il est, je crois que, je sais pas, il doit être sur 70% de l'album crédité. Et pas, alors, je rectifie un truc parce que ça me tient à cœur, parce que beaucoup de gens pensent qu'en fait, dedans, il était simple pianiste, arrangeur ou quoi que ce soit. Non, non, c'est un compositeur. C'est-à-dire que c'est même pas un beatmaker, c'est un compositeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il prend une pièce, il te joue un thème. Alors qu'en vérité, c'est lui qui joue du triangle sur tous les morceaux. C'est ça. Et entre autres. Non, en fait, le triangle, c'est moi. Mais lui, non, vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il te sert un morceau de 1 minute et puis après, il te le sert comme un sample. Tu prends le morceau qui est tout fait, et puis tu découpes et tu fais ton beat, et voilà. Et ça, c'est mortel de bosser comme ça. Et ça, il l'a fait avec moi, il l'a fait avec AKH, il l'a fait avec Imhotep, et ça a donné quand même beaucoup de titres de Art Martien et de l'autre album, parce qu'il y en a eu 2, il y a eu Art Martien et I Am 3 petits points, un gris, qui après est sorti en coffret, les 2 albums sont sortis en coffret, et dedans, il est très présent. Donc, on était très contents d'être pas mal crédité sur pas mal de titres dans Art Martien et dans I Am 3 petits points. Il est aussi sur quasiment toute la prod de Je suis en vie, l'album solo d'Akhenaton. Et ensuite, Akhenaton lui a demandé de coproduire l'album avec lui, c'est-à-dire de co-composer tout l'album de Je suis en vie, ou quasiment 95%. Et après, je crois, ce qui reste, c'est une prod de Sébastien et de moi. Donc voilà. Et pareil, c'est-à-dire que 0 sample, tout joué par Sébastien, et tu vois, la composition, c'est une interaction entre 2 artistes, quoi, des idées qui s'échangent, tout ça, machin, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui écrit et il y a quelqu'un qui joue sur le clavier, quoi, qui crée le truc, quoi.
Vous avez fait plein de trucs différents. En fait, vous avez fait un Ouais, deux hippie qui était qui était franchement du rap, avec un côté symphonique, etc. Et ouais. vous avez, il y a quelques mois de ça, carrément filmé un morceau en studio où là, il y a, je sais pas, une trentaine de musiciens, des cordes, des cuivres, etc. Façon soul orchestrée des années 70. Ouais, c'est-à-dire qu'après, avec Sébastien, ben, comme je disais, c'est-à-dire que les limites, il y a plus de limites, en fait. Et donc, comme nous, on s'entend super bien, c'est vraiment mon frérot. Et donc, sans idée à la seconde. Donc, à un moment donné, ça part dans tous les sens. Et on a des tas d'instrus qui dorment. On fait aussi de la trappe, on fait aussi des trucs de maintenant. On fait des sons boom bap. À un moment donné, on était quand même très fan de Maybach Music. Moi, les albums de Rick Ross, où à un moment donné, il y a du Justice League derrière, nous, hyper fans, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, on se dit, putain, mais voilà, ça, c'est notre ADN. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent, les violons, mais derrière, c'est de la soul, c'est Barry White, quoi. Donc, Mhm. et on a voulu, on n'a pas voulu, on a fait des morceaux de ce type-là et on a surfé dans plein de trucs parce qu'on s'intéresse à plein de choses jusqu'à un moment donné arriver effectivement avec 14 musiciens, s'enfermer en studio et se dire allez, 3, 4, on filme en plan séquence, on fait le morceau live d'un coup et voilà, qu'on a répété 4-5 fois avant et bon, on avait des bons musiciens avec nous et ça fait partie des kiffs qu'on peut avoir. Pour les gens qui auront envie de le voir, ça s'appelle Genesis, le morceau. Ouais, Il est Genesis, ouais, c'est un disponible. morceau. Ouais, il fait 7 minutes, 7 minutes 30 le titre. C'est-à-dire que, en gros, dedans, voilà. Mais c'est comme dans certains morceaux de soul de l'époque, quoi. C'est-à-dire que le Mhm. morceau, il est décliné en plusieurs thèmes. Voilà, il y a l'intro, il y a l'outro, mais au milieu, il se passe des choses. Voilà, on voulait vraiment faire ça. Et on en fera d'autres, je pense. Tu parlais que vous avez fait des morceaux même trap et tout ça. Ouais. Pourquoi vous ne sortez pas ça? Alors, les morceaux trap, ben, c'est des instrus. Alors, aujourd'hui, on est confronté à quelque chose quand même. C'est-à-dire que Toi, les instrus. t'as peur que Toi, tu te verrais poser dessus ou t'as peur que le Ah public ne non, prenne pas? Alors, excuse-moi, pour poser dessus, là, c'est vraiment pendant des années avec Seb, j'ai beaucoup travaillé en tant que beatmaker, quoi. Donc, quand je dis on fait des morceaux, c'est des morceaux instrumentaux, beaucoup. Et quand on fait ces morceaux trap, on les fait pas pour que je rappe dessus. Moi, la trap, aujourd'hui, je l'ai digéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai digéré, ça y est, j'ai capté en tant qu'on va dire MC, technicien, ça y est, j'ai capté tous les codes, je connais les trucs, je connais les artistes, les trucs, il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que je déteste, mais j'arrive à y trouver mon compte. Il y a des choses dedans qui me plaisent parce qu'il y a une énergie. Mais c'est l'énergie, en fait. L'énergie est différente que le rap, on va dire mon rap de cœur, mais je peux, voilà, entendre des bons trucs. Donc, dans ce que j'aime dedans, j'ai voulu en faire. Avec Seb, on a voulu en faire, mais pas pour nous, pour d'autres. Voilà, on Mhm. a eu des artistes, on a produit par exemple un jeune qui s'appelle Gidma, qui est sorti en indépendant, mais on lui a fait quasiment 90% des musiques de son album. Et lui, il a 22 ans, quoi. Donc, il est complètement dans le truc d'aujourd'hui. Est-ce que là, à l'âge que tu as maintenant, la carrière que tu as eue, est-ce que justement ton rôle vraiment dans lequel tu te vois les prochaines années, c'est plutôt ça en fait? Écoute, c'est en train de changer en fait. C'est-à-dire que, au fil des expériences et au fil, il y a un truc qui est primordial aujourd'hui. Et ça, c'est depuis un moment, à l'époque de Genesis déjà, souvent quand on me disait, mais au moment où les gens, on est à l'ère des morceaux de 3 minutes, de l'autotune et tout ça, des refrains, toi, tu arrives avec un morceau de 7 minutes 30 où il n'y a pas de refrain. Enfin, c'est complètement. Voilà. Et en plus, enfin, je veux dire, avec peu de soutien, parce que nous, moi, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau des réseaux, je les ai arrêtés tôt. J'essaie de m'y remettre, mais il s'est passé des années. Donc aujourd'hui, j'ai pas les followers des mecs de maintenant, quoi. Mais je Donc, veux dire, tu as quand même un compte caramel. je télécharge toujours sur Emu, je vous rassure. Mais non, mais le truc, voilà, c'est que Est-ce que tu whiz les gens aujourd'hui, quand tu parles avec eux, tu leur envoies des whiz. putain, mais ça fait mal, n'empêche. Des fois, putain, tu discutes avec les gamins et tout, tu dis merde, quoi.
C'est un truc de ouf quand même. Mais par contre, ce qui est important, et je pense qu'aujourd'hui, c'est voilà, le challenge, il est là, en dehors de tout le côté économique et tout ça, c'est moi ce que j'ai envie, c'est vraiment de kiffer. C'est-à-dire que sur Genesis, quand on a fait le titre, on est sorti de là avec les musiciens et tout ça, on avait tous le sourire, on s'est tous congratulés, on était contents de nous, on était fiers de nous, peu importe ce que ça fait derrière. On est sorti en disant putain, on a passé un moment de ouf. Et ça, avec mes prochains, on va dire, projets, parce qu'au début, j'étais effectivement, je me suis dit, je me suis posé la question de me dire, mais en fait, à mon âge, aujourd'hui, je dois trouver des jeunes, produire, faire des trucs, enfin, tu vois, avoir la place du daron, tu vois. Mais comment tu fais quand tu es un daron qui est pas trop business, qui est pas trop dans ces délires-là, tu vois, qui a une société, mais qui l'a fait tourner, mais qu'à moitié, et puis que les papiers, ça me casse les couilles. Enfin, j'ai envie de faire de la musique. Donc aujourd'hui, je veux kiffer, faire de la musique, mais surtout, par contre, faire de la musique qui vienne vraiment du cœur, en fait. Alors, Et quand je te disais ton rôle, c'est pas spécialement d'être un producteur businessman, mais de dire à un moment, je vais laisser tomber le micro et maintenant je vais me consacrer qu'à la musique. ben, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, c'est ce que j'ai fait à l'époque de l'art martien. C'est-à-dire qu'après Wheel of New York, je m'étais dit, voilà, maintenant c'est bon. J'ai fait mon petit album, on va dire, plaisir à Wheel of New York. On a fait la tournée derrière, on s'est fait le kiff. Voilà. Donc j'ai fait, à un moment donné, j'ai continué à faire quelques feats, tout ça. Et puis Seb, il me disait, ouais, mais Fab, quand même, repose et tout. Et puis des fois, on avait des sons, on avait des concepts, des trucs, des histoires. Donc je reposais, mais on les sortait pas. Il y a des trucs, il y a des titres qui sont jamais sortis. Puis après, on a quand même fait des EP. Au début, on voulait inviter que des gens. Je voulais pas rapper. Et puis au final, c'est difficile de faire des albums avec que des artistes extérieurs. Donc j'ai dit bon, je vais quand même faire des titres moi parce que sinon l'album il va sortir dans 3 ans. Donc du coup, c'est un peu par nécessité. Et puis à un moment donné, j'ai redit derrière, alors c'est bon, je fais que du son. Et là aujourd'hui, en ressortant en fait des inédits, parce qu'on va sortir des titres, on va sortir des albums où il va y avoir des inédits. En fait, c'est une plage qui va s'étaler de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Je retrouve un certain plaisir parce qu'en fait, mon écriture, j'essaie de retrouver ce plaisir d'écrire, en fait, tout simplement. Parce que je pense que la base, elle est là. Hein, c'est que tu as envie d'écrire, ben écris. Si tu n'as plus envie et que tu écris, c'est que tu te forces et que là, forcément, tu n'es pas authentique dans ce que tu vas faire. Et moi, en fait, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être, non pas pour les autres, mais envers moi-même, parce que j'ai envie vraiment de prendre du plaisir quand je fais le truc. Et ça revient, ça revient. Donc, du coup, je me remets à écrire. Et je me remets à écrire et par contre je force pas. Il faut que ça vraiment que ça vienne quoi. C'est un côté un peu presque un peu mystique là-dedans, mais je me dis il faut vraiment que je sois à un moment donné connecté et que ça sorte presque tout seul parce que si je force trop, à un moment donné ça va pas être bon. Et j'essaie de m'y tenir. Je dis pas que je fais tout ça sur tous, mais j'essaie de m'y tenir et ça fait que ben, du coup quand j'écris je force pas et si je force pas ça veut dire que vraiment je suis en accord avec moi-même et là, ben, il n'y a plus de limite, quoi. Et par exemple, l'idée de refaire un album avec ton frère ou à nouveau avec Nathan, c'est quelque chose qui serait possible ou c'est fait, c'est plus à faire? Non, je sais pas. Tu sais, il faut jamais dire jamais. En fait, de mon expérience, je pense il faut pas dire, il faut jamais dire jamais parce qu'en fait, tu sais pas quoi. Tu sais pas. L'album We Love New York, il n'était pas prévu. Même là, les albums qu'on va sortir avec Seb et tout, à la base, Bah, c'est c'est peut-être pour ça qu'il est réussi d'ailleurs. ouais, je pense que, mais tu as raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un album trop réfléchi, c'est-à-dire quand c'est trop le cerveau qui dirige le truc, à un moment donné, tu perds de la créativité en chemin. Euh, pourquoi à l'époque on faisait des albums, donc on peut être fier, après on aime ou on n'aime pas, mais c'est parce qu'à un moment, on y mettait des tripes dedans. Moi, quand je fais C'est ma cause, ou quand on fait le soul swing, tout ça, putain, C'est ma cause, c'est mon premier album solo. Il y a 10 ans dedans, il y a 10 ans de moi à l'intérieur que j'ai envie de faire rentrer à tout prix. Moi, je l'ai réécouté cet après-midi, je trouve qu'il n'a pas si mal vieilli que ça. Merci. Alors, tu sais, Merci. nous, on pense à Get Busy, souvent, c'est ça le problème, c'est peut-être la force et le problème du rap, c'est que souvent, les premiers albums sont les meilleurs et après, c'est toujours moins bien. Ben, le problème, tu sais, je pense que vraiment le problème, il vient de ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'au début, tu fais un album, tu le fais avec les tripes, tu le fais avec le cœur, tu fais tout ça. Pourquoi moi, j'ai fait C'est ma cause et après, j'en ai plus sorti pendant 10 ans. J'ai pas fait d'album pendant 10 ans solo. Parce qu'à un moment donné, je retrouvais pas le truc
j'avais l'impression d'avoir tout couché. Et donc, je me suis pris justement mon parti de faire des albums, on va dire, communs, de faire des duos, de faire des trios, de faire des trucs comme ça, parce que là, je retrouvais l'émulation que je cherchais. Et donc, quand tu es artiste seul, si tu as un album en plus qui a marché, tu as la pression derrière. Et à un moment donné, c'est le cerveau qui prend la main. Mais en fait, est-ce que ce que tu recherches pas inconsciemment tout le temps, c'est de reformer un groupe? Tu sais, c'est vrai que j'ai toujours aimé l'album le travail en groupe, en fait. C'est-à-dire que, en fait, je voulais être solo. Quand j'ai quitté le solo swing, je voulais être solo, mais j'aimais le travail en équipe. J'aime le travail en équipe. C'est normal, quand tu es en couple, tu as envie d'être célibataire. Quand tu es célibataire, tu dis, je reviens être en couple. Tu as compris. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le travail en équipe. Je crois en la force d'un projet, c'est quand il y a plusieurs personnes qui sont sur un même projet, que tout le monde va dans le même sens, qu'on a tout le monde, tu vois, que c'est des échanges d'idées. Moi, mon rêve, c'est de travailler sur un gros film, tu vois, de faire un jour de la musique d'un gros film où il y a des centaines de gens qui travaillent dessus et d'interagir avec tout ce monde-là et de faire partie d'un tout, tu vois. Et parce qu'à un moment donné, tu t'es pas que toi. C'est un tout. Tu fais partie d'un tout, d'une équipe, et donc on va tous dans la même direction. Et ça, moi, c'est vrai que j'ai toujours recherché ça. Et aujourd'hui encore, j'essaie de retrouver ça quand même. Mais comme j'en suis conscient, je me dis ouais, mais attention, peut-être que tu travailles aussi avec les autres parce que tu cherches aussi la validation de ceux avec qui tu travailles, qui quelque part te mettent, te mettent à l'aise. Parce que c'est plus facile quand il y a les autres qui sont avec toi, ils disent c'est bien, c'est pas bien, et du coup le danger il est un peu moindre. Donc aujourd'hui je me dis, c'est quoi? En fait, il faut quand même que j'arrive à être bien avec moi-même. C'est-à-dire que je kiffe mes propres titres, que je kiffe ce que je dis, comment je le dis, et après si j'arrive vraiment à ça, n'importe qui peut arriver et dire ouais, t'as fait de la merde. J'ai fait de la merde, mais c'est de la merde que j'aime manger, mec. Et est-ce qu'à travers tes liaisons avec Eben, avec Damiani ou Akhenaton, c'est pas Dave Bond que tu recherches à chaque fois? La psychanalyse qui tue. Mais putain, mais Def, il est toujours là. On se voit toujours et tout. Et ça, jamais vous êtes dit. Sachez-le qu'on a fait un album ensemble avec Def quand même. Hein. C'est-à-dire que Def a fait un album totalement R&B qui est sorti. Alors putain, peut-être dans la période dont tu me parlais, Franck, où tu me disais justement après, un peu avant We Love New York. Voilà. Entre 2007 et 2011 entre Pas le temps et We Love New York. On a fait un album ensemble, ou en tout cas, on a coproduit, co-composé tous les deux. Après, c'était lui l'artiste, c'était son album à lui, donc c'était lui qui était interprète. Mais voilà, c'était un kiff aussi. Donc je l'ai retrouvé, mon Def pendant quelques temps, et puis il est reparti. Ah d'accord, ok. Faire un truc comme ça sans Mais il a fait un album entièrement chanté et honnêtement, c'est quoi ce qui me rend ouf? C'est que quand tu vois derrière ce qui est sorti et comment le rap a évolué derrière, encore une fois, je veux dire, je l'ai dit, hein, je l'ai dit maintes fois, je dis en fait, tu fais tes trucs toujours trop tôt, quoi. Tu aurais dû attendre 2 ans avant de sortir ton truc, ou alors limite presque le faire et puis le refiler à un petit jeune et qu'il aurait interprété à ta place. Quand c'est ton pote qui te dit tu fais toujours les trucs trop tôt, ça va. Quand c'est ta meuf, c'est relou. Juste tout à l'heure, tu as évoqué 2 fois de sortir des albums avec Sébastien Damiani. C'est quoi exactement des albums? Alors en fait, on a le projet là de sortir 3 albums en simultané. Je m'explique, c'est-à-dire 2 albums instrumentaux, donc avec un qui est dans une vibe vraiment, on va dire, trap, un peu sombre. Un autre qui est dans une vibe, on va dire, actuelle, mais côté un peu, on va dire, R&B, trap. Enfin, aujourd'hui, c'est tout mélangé. Hein, donc, qui serait plus estampillé pour des artistes, on va dire, de pop urbaine. Voilà, ils appellent ça de la pop urbaine aujourd'hui. Voilà. Et un troisième qui est plus, on va dire, un album d'inédit, donc de la période 2013 à aujourd'hui, qui lui, par contre, va être beaucoup plus des couleurs vraiment Maybach Music, avec des couleurs vraiment orthodoxes, boom bap, dans cette veine-là, et avec du texte surtout, avec des vrais titres. Voilà, avec des vrais titres sur là, et beaucoup de storytelling, qui sera majoritairement de storytelling en fait. Mais c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'à chaque fois de faire la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. C'est maladif.
Ouais, c'est maladif, mais tu sais quoi, le pire, c'est que ça joue pas pour nous, hein. C'est-à-dire que c'est ça le paradoxe de la musique aujourd'hui. C'est-à-dire que tu essaies d'être prolifique, d'être qualitatif. En tout cas, on essaye, mais quelque part, on sait très bien que quand ça va sortir, on va avoir peu de couverture et donc peu de gens vont le savoir. Mais on s'est dit que bah, qu'on avait envie, tout simplement, et que ça va être bien de le faire, de marquer, tu sais, notre CV de ça, parce que c'est 8 ans de collaboration quand même. Donc, on a envie de mettre tout ça en sortie, quoi. Est-ce que le modèle économique pour des gens comme vous, maintenant, c'est pas justement de faire des choses comme ça, même si elles sont pas très vendeuses, et de pouvoir tourner par contre derrière? Alors oui, oui. Ben, quand tu regardes IAM, de toute façon, économiquement, c'est beaucoup c'est les tournées qui sont très porteuses économiques. Hein. C'est pas les ventes, hein. Même si aujourd'hui ils font partie quand même des artistes qui arrivent à bien attirer leur épingle du jeu à ce niveau-là. Mais malgré tout, oui, c'est les tournées. Mais après, Ouais, voilà. IAM, ça à part. C'est IAM, Oui, c'est à part. IAM Non, NTM, pour c'est le moi, patrimoine culturel français maintenant. Mais c'est ça. Pour moi, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour diverses raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon kiff, c'est ce que tu as vu, Franck, sur Damien Orchestra, c'est-à-dire c'est d'arriver avec l'armée, tous les musiciens derrière et tout ça. Et ça coûte cher. Donc déjà, d'entrée, tu te balles dans le pied direct. Après… allô, Angelo? Ouais, Angelo. Désolé, je suis avec Madonna, je ne peux pas te parler. Ah, Non, tu non, l'as bien, toi aussi. Angelo, il est avec Non, les Saoudiens. Il est avec les Saoudiens. je le chante. Il est avec Je les le chante Saoudiens. parce que Les Saoudiens ont pris 5% de Live Nation. Je ne sais pas si vous avez vu c'est ça. vrai. Ben, Ouais. voilà. Non, mais après, voilà. Non, mais je le chante parce que la dernière fois, on a fait un truc. Je suis quand même en relation aussi avec des jeunes et tout, qui font des trucs d'aujourd'hui, tout ça. Par exemple, avec Ouais, en fait, je fais plein d'autres trucs à côté. C'est aussi, hein, en dehors même du rap. Avec le festival Mars Attack, par exemple, à Marseille, j'ai encadré, en fait, des jeunes. Ils ont monté un collectif avec des jeunes artistes d'aujourd'hui, marseillais, qui ont du bon niveau. Et bref, ils ont fait un truc au truc de Live Nation qui s'appelle Esquisse, là, avec les nouveaux talents, tout ça. En fait, je les ai accompagnés. Et la dernière fois, quand je disais, mais Angelo, il va venir et tout. Et, et on m'a dit, non, à ce moment-là, il est avec Madonna ce soir. Donc, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais non, mais pour les concerts, après, moi, aujourd'hui, la formule un DJ, un rappeur, euh, je crois que j'ai fait le tour. C'est-à-dire que là, depuis 2 ans, j'ai refusé plein de trucs en fait, parce que j'y trouve plus vraiment mon compte en fait. Donc du coup, j'en fais de temps en temps quand il y a des conditions particulières, mais j'ai plus trop envie. Voilà, j'ai plus trop envie. Donc du coup, c'est compliqué pour moi les concerts parce que ben, soit à un moment donné, on a tout le staff ou soit c'est un DJ et j'ai suffisamment donné. On faisait un peu des trucs aussi avec mon frangin, on a fait pas mal de showcase aussi, tout ça, de la garde. Voilà, c'était un kiff parce que c'était avec le frérot, donc c'était une manière aussi de se retrouver. Et tourner des Mais chichas, voilà, tout ça. tourner des chichas. Écoute, moi les chichas, je suis pas trop demandé en chicha quoi. C'est Ah, ça, c'est étonnant, c'est toi et ça mon Diamel. problème. Toi et Damiani, vous n'êtes pas demandé en chicha, je comprends pas. Il y a un truc qui va pas. Ah, c'est le piano, il rentre pas dans les chichas, donc c'est chaud. Mais tu sais, c'est des vraies questions quand même qu'on se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, putain, économiquement, c'est vrai que voilà, on doit, nous, les plus anciens, on doit en faire beaucoup plus. Parce que les jeunes artistes, ben, même ceux qui sont un peu moins, on va dire, qui sont peut-être dans la Ligue 2 ou la Ligue 3, ben, les mecs, comme tu dis, ils font des chichas, ils font des trucs comme ça, et puis ils arrivent à prendre leurs billets, et puis bon, voilà, ils sont jeunes, donc des fois, il y en a, ils vivent chez papa-maman, tout ça, enfin, l'économie, c'est pas du tout la même, les dépenses non plus, et tout ça, donc ils s'en sortent. Mais nous, aujourd'hui… Ils vendent tous de la drogue. Et ils abordent il y en a beaucoup. souvent, ils abordent pas spécialement le rap et la musique comme quelque chose d'une passion qui pourrait les faire vivre et tout, mais comme un moyen de faire de l'argent jusqu'à tel temps, pendant telle période, et après on fera autre chose, et tu vois. Ouais, beaucoup, beaucoup, Et ça, beaucoup disent c'est un ça, truc, quoi. c'est un truc qui avait, c'est un truc qui C'est avait ouf, commencé d'ailleurs. à, c'est un truc qui avait commencé à apporter des rappeurs dans les années 2000, la cynique, etc., qui pouvaient te dire, je fais encore 2 albums et j'arrête.
J'arrive pas à comprendre comment on peut se faire ce plan de carrière dans sa tête, quoi. Alors, je pense qu'à cette époque-là, c'était plus des mecs, tu parles de l'époque de Cynic, tout ça, je pense que c'était plus des gars qui, à un moment donné, ont eu une overdose du rap. C'est-à-dire que quand ils disent ça, ils sont dans un délire où, à un moment donné, ils ont été aussi confrontés à la jalousie, ils ont eu des histoires, il y avait plein de trucs qui les ont dégoûtés, en fait, du truc, et que les mecs se sont dit, voilà, maintenant, tu vois, C'était les modes aussi. C'est pas Jay-Z qui avait dit la même chose, qu'il arrêtait après tel album ou je sais pas qui d'autre. Donc, je sais plus ça. c'était un peu une mode de sortir de se la péter en disant, en choisissant sa date de mort, quoi, tu vois. Bah, Tupac, il a dit qu'il arrêtait, il sort encore des albums. Je te jure. Il est pas mort, tu sais pas. Mais non, il n'est pas mort. C'est très bien qu'il est sur une île, tout seul en train de kiffer. Enfin, Machiavelli. avec des meufs. Mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'entends les mecs, clairement, je veux dire, c'est plus la même musique, c'est plus la même culture, c'est autre chose. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est très bien, ils appellent ça de la pop urbaine, tu vois, ou de la trap. Ouais, c'est autre chose. C'est pas le rap, c'est pas le rap que je connais. On est dans un autre truc. Donc pour moi, je fais vraiment la distinction en fait entre deux. C'est une évolution, mais c'est plus que c'était. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin moi, en tout cas, en tant qu'artiste, je continue d'être dedans. Donc je suis obligé de le côtoyer, je suis obligé d'entendre, je suis obligé de me tenir un peu au parfum, d'être quand même un peu connecté, tout ça. Donc il faut y trouver son compte, encore une fois, essayer dans la sincérité, tu te dis, bon, ce truc-là, il est vaste, dedans, il doit bien avoir des trucs qui me plaisent quand même, quoi. Le monde d'avant et le monde d'après. C'est beau, ouais. Ben ouais. Ça sera le mot de la fin, je crois. Ouais, je crois que sur ces bonnes paroles. Ouais, ben pas de souci. En tout cas, c'est vrai que c'est des sujets qui sont tellement vastes et qui nous tiennent tellement à cœur qu'il y a plein de trucs à dire, quoi. Bah, évidemment, sur ces bonnes paroles, on va évidemment remercier Faf pour ces 2 heures passées en sa compagnie. Merci à vous, c'était kiffant. On a eu l'impression que ça avait duré 10 minutes. Hein. Franchement, on est parti de la fin des écoute, moi j'ai beaucoup parlé, j'espère que vous n'avez pas fait chier. Mais je retiens que quand tu dis je vous la fais courte, ça veut dire qu'on a la version courte et la version courte fait un quart d'heure. Mais c'est souvent ça, hein. Tu sais que c'est voulu. Hein. Quand je dis je vous la fais courte, c'est que je sais que la version elle dure 15 minutes, 15-20 minutes et que je vais essayer de la caser en 5 ou 10. En même temps, il est Marseillais. C'est vrai. En même temps. Et on va remercier évidemment Cher, le Phénix de Montreuil. Le Phénix de Montreuil. Tu sais que j'ai un Get Busy. Il faut que je t'envoie là. Je dois l'avoir encore sur mon portable, là, la photo. Tout. J'avais retrouvé un vieux Get Busy avec Chuck D sur la couverture. Ouais, je vois lequel c'est. Ouais. Attends, parce que c'est peut-être le tout premier celui-là. C'est possible. Hein, si c'est le numéro 0, alors regarde-le parce que même moi je l'ai pas. Attends, ça vaut cher ou c'est comment? Le mec, il a vendu je sais pas combien de maxi de Prison Break, il veut gratter des thunes sur mon Get Busy pour les copier. Mais les temps changent, les gars. C'est toi, Gamadi. Non, mais ouais, pardon. Il est en train de la faire courte, là. Là, je vous la fais courte, 2 minutes. Non, mais c'est que les Get Busy, il y avait un truc, tu sais, quand tu parlais justement des trucs marrants et tout ça, et que les morceaux drôles, c'était important. C'est que moi, il y a un truc, je kiffais sur les Get Busy, c'était lire les remerciements à la fin. La page de dédicace. Ouais. Mais tu sais quoi, mais des barres de rire, des fois, de ça, avec les potos, à dire, putain, mais qu'est-ce qu'on a rigolé avec ces trucs de la fin. Pourtant, il y a eu des petites guéguerres avec Ayam dans les dédicaces. Ouais, mais franchement, tu sais, nous, on était, c'est quoi, on n'était pas. C'était bon enfant. J'étais pas dans ce truc, dans ce truc-là. Ouais, tu les aimais pas, toi non plus. Moi, j'avais beaucoup de rage contre eux. J'étais content que. Tout ton nom de Faf Larage. J'ai Faf Larage contre Ayam. C'est ça, en fait. Toute ma vie, quoi. Et ben voilà, c'était les Get Busy confessions. J'allais encore dire confessions intimes. Les confinements c'est un peu ça, quand même. Ouais, tant qu'on reste enfermé, on sera là. Tant qu'on reste habillé. Ça. Et on se dit à bientôt pour un numéro 5. Salut. Ouais, merci les gars. C'est top.